Je vendais des photocopieurs Canon et Xerox. C'est pas du tout moi. Ce qui est important, c'est de faire plein de choses pour savoir ce que tu ne veux pas. Quand tu as des opportunités, il faut les saisir et se dire oh, ok, en fait, je vais tout faire pour pas faire ça. Jusqu'à temps que tu trouves ce pourquoi tu es bon. Peu importe en fait ce que tu vas faire ou ce que tu vas vendre, il faut le faire à 100% pour espérer avoir le maximum de résultats. Et en fait, tu vois que les gens peuvent être extrêmement éparpillés, ou qui vont mettre très peu d'intensité, ils travaillent que 10% et ils espèrent 100% de résultats. Il n'y a que le travail qui permet de faire la différence. Tu peux être le plus chanceux au monde, tu peux avoir toutes les cartes devant toi. Si tu travailles pas, ça va disparaître comme une étincelle. Et t'en as qui vont travailler énormément et qui vont avoir ce facteur chance. Ça a été mon cas. Et quand on me dit ouais, il a de la chance, ouais, totalement. Mais après, j'ai su transformer cette chance et travailler pour. Faut accepter de perdre. Moi, tu vois, sur une de mes affaires, je me suis volé 500 000 €. Salut Taylor. Salut Alec. Comment tu vas? Écoute, la vie est belle, on veut pas se plaindre. Magnifique. On veut pas se plaindre. Bon, en tout cas, on va faire un bel épisode ensemble. Avec grand plaisir. Pour te remercier de ta présence, je t'ai offert mon côté. J'apprécie. Mais après, voilà, je te dis, j'ai un problème de profil. Faut être honnête avec soi-même. Et après 15 ans, j'ai compris que j'avais un profil que je préférais. Donc Okay. maintenant, et c'est important de savoir ce qu'on veut. Et tu es beaucoup plus à l'aise. Tu vois, admettons, si tu mets à ton profil, enfin, si tu mets à ta place, excuse-moi, même si tu as énormément d'assurance, bizarrement, genre, je vais me sentir, ça peut paraître totalement idiot, mais je vais me sentir moins à l'aise et moins avenant et moins clair. Ouais. Et tu vois, c'est un peu comme quand tu t'habilles, tu vois, ce que j'ai expliqué sur plusieurs vidéos. Même si tu mets un t-shirt et un jogging, tant que tu te sens bien, c'est ce que tu vas transmettre aux gens. C'est-à-dire si on va tout de suite voir si tu es à l'aise ou non. Donc c'est important de se sentir bien dans sa peau et voilà. Et moi, c'est vrai que si j'ai pas le profil, je suis moins à l'aise. Complètement, mais je te rejoins, c'est un concept qui est évoqué dans le livre Pitch Anything de Oren Klaff. Ok, je l'ai pas lu. Les cadres d'influence et notamment cet élément. Donc celles et ceux qui nous écoutent, premier apport de valeur grâce à toi. Non, mais c'est hyper important et les gens se rendent pas compte. Des fois, c'est sur des petits détails. Ouais. Tu vois, moi c'est ça. Il y en a d'autres, ça va être autre chose. Mais moi, c'est vrai que quand je fais des interventions ou quoi, je préfère. Maintenant, si j'ai pas le choix, je le fais. Mais je sais que dans mon inconscient, je vais avoir un peu plus pas de retenue, mais bon, je me comprends quoi. Parfait, on va se lâcher et on va donner énormément dans cet épisode. J'ai pour habitude de présenter mes invités. Ok. Déjà, merci Merci à toi ton temps. de m'avoir reçu. Avec plaisir. Taylor, l'archétype du self-made man, aussi nommé l'ami des stars avec Jamie Foxx, Robert De Niro, Leonardo DiCaprio et j'en passe, entrepreneur emblématique, synonyme de succès pour beaucoup. Tu es issu d'une petite banlieue dans le 94, tu as eu des difficultés au départ avec le système scolaire traditionnel, tu décides ensuite d'arrêter l'école juste avant de passer le baccalauréat. Tu fais tes premiers pas dans l'entrepreneuriat en vendant des sous-vêtements pour femmes sur l'intégralité des marchés de Paris. Tu cherches à travailler dans le monde de la nuit également, donc tu vas distribuer des flyers pour une boîte de nuit que tu exécutes gratuitement pendant plus d'1 an. Puis tu décides de faire une pause pour te rendre à Los Angeles, aux États-Unis, pour initialement des vacances, mais finalement tu vas y rester 3 ans pour devenir directeur artistique d'une boîte de nuit à Los Angeles à seulement 19 ans, où tu vas commencer à pouvoir faire des connexions, gagner très bien ta vie pour ton âge. Tu retournes ensuite à Paris en 2008, tu es reçu littéralement comme une star sur ce marché. Tu reprends plusieurs établissements nocturnes en France à seulement 23 ans, tout en te lançant dans la restauration, notamment avec La Parisienne, que tu transformes en une vraie cantine de stars. Aujourd'hui, tu as 36 ans, tu es cofondateur de Shares, startup ayant levé 90 millions de dollars, notamment auprès de Valar Ventures de Peter Thiel, qui est le cofondateur de PayPal et l'un des premiers investisseurs de Facebook. Tu es fondateur également de Mentor Class, programme de coaching pour entrepreneurs. Tu es multimillionnaire, propriétaire de plusieurs entreprises valant des millions, notamment dans l'investissement immobilier également, et une franchise de restaurants. Ça fait beaucoup d'éléments. Et tu as une philosophie, justement, qui est 10% de travail égale 10% de résultats, 100% de travail égale 100% de résultats. Cette philosophie, elle est quasi emblématique de ta personne aujourd'hui. Elle illustre parfaitement ton parcours. Est-ce que tu peux nous parler de l'origine, justement, de cette philosophie ? Quand j'étais bien plus jeune, pas avec ces mots-là, mais avec d'autres mots, j'avais rencontré une personne donc, quand j'étais aux États-Unis qui, grossièrement, me disait que peu importe ce que tu faisais, il fallait le faire à 100% pour avoir 100% de résultats. Et quand tu as 18, 19 ans ou 20 ans, ça ne te parle pas forcément, surtout à l'époque, tu n'avais pas tout ce qui était réseaux sociaux, etc. Donc tu pouvais pas... tu vois, fallait lire des livres, là maintenant tu vas sur les réseaux, tu vas sur YouTube, il n'y avait pas tout ça avant. Et grossièrement, ce qu'il voulait me dire, c'est que peu importe ce que tu fais, parce que je l'avais demandé à cette personne,
je l'avais vu dans la rue je l'avais abordé comme ça et j'étais très jeune et je lui avais demandé en gros comment on fait pour avoir ça, quoi, tu vois. Une belle voiture, un beau costume, tu vois, tout ce setup que je voyais dans des films et que j'ai vu pour la première fois en vrai, quoi, entre guillemets. Et parce que je viens de banlieue et je connaissais pas spécialement ça. Et il m'avait répondu en gros, genre I'm doing, tu vois. Et je comprenais pas. En plus, je parlais pas extrêmement bien anglais à l'époque. Et ce qui m'a fait comprendre avec ces mots, c'est que peu importe ce que tu faisais, que tu vendes des tasses, que tu vendes, je sais pas moi, que tu sois trader, que tu sois, peu importe en fait ce que tu vas faire ou ce que tu vas vendre, il faut le faire à 100% pour avoir ou espérer avoir le maximum de résultats. Et c'est vrai que tu as plein de gens, tu vois, que je vais croiser qui me disent oui, j'y arrive pas, ou ça marche pas, etc. Alors, tu as plusieurs paramètres. Tu as un, parce que peut-être le timing n'est pas le bon. Tu as aussi une question de timing qui joue énormément. Ou quand tu creuses un petit peu plus, tu te rends compte que donne-moi une journée type pour faire que ton business fonctionne. Et en fait, tu vois que, les gens peuvent être extrêmement éparpillés ou qui vont mettre que très peu d'intensité et ils espèrent avoir un maximum de résultats. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que quand tu vas sur les réseaux ou quoi, on embellit tous, tu vois, on montre la meilleure image de soi-même et on oublie qu'en fait, derrière, il y a un vrai travail. Enfin, moi, je parle pour ma personne. Les gens pensent peut-être que ce que je vais poster, c'est ça mon métier et que je fais que ça. Non, parce que je poste aussi beaucoup de lifestyle. Je poste une partie lifestyle, une partie business. Mais non, enfin, dans mon quotidien, si on me mettait une caméra, une GoPro 24/24, vraiment, je travaille genre énormément par jour. Et encore aujourd'hui. Et il y en a plein qui me disent mais pourquoi tu fais encore ci, pourquoi tu montes encore des business ? Parce que je pense qu'à un moment donné, c'est plus une question d'argent. Et c'est fou, tu vois, j'ai eu cette conversation hier avec mon ami Jérôme Chabin, qui est le patron de Yadé, donc qui est une licorne française aussi, tu vois. Ouais. Et je lui dis mais pourquoi tu vends pas ? Et il m'a répondu une phrase qui est, tu vois, même encore moi aujourd'hui, ça me parle. Et je lui dis t'as tout résumé. Et il m'a répondu en gros, je m'arrête, pourquoi faire ? Je vais prendre quoi ? 500, 800 millions, 1 milliard, peu importe, mais on mange que 3 fois par jour. Une fois que tu as une voiture, 2 voitures, 3 voitures, que tu peux partir quand tu veux, où tu veux, est-ce que c'est une question d'argent ? La réponse est non. Tu vois, c'est une question de qu'est-ce que tu vas léguer, qu'est-ce que tu fais de ta vie. Et voilà, et c'est vrai que l'intensité de travail, c'est vraiment, vraiment, vraiment ce qui, pour moi, a fait que ça fonctionne. Et parfois, ça peut ne pas fonctionner. Mais c'est pas grave que ça ne marche pas. Les gens pensent que tu n'as que des réussites. Moi, j'ai eu des réussites, j'ai eu une tonne d'échecs. Et je m'en cache pas. Et ce que je dis à chaque fois, la personne qui te dit qu'il a jamais échoué, c'est un menteur. C'est pas possible. Tu as forcément un échec dans ta vie, que ce soit personnel ou professionnel. Mais professionnellement, ça arrive tout le temps. Tout le temps. Et puis, c'est les montagnes russes. Et il faut savoir que quand tu es entrepreneur, ça fait partie du truc, quoi. Et c'est pour ça que tout le monde peut être entrepreneur. Et c'est pas... En fait, entrepreneur n'est pas un but ultime. Les gens pensent que tu es entrepreneur, tu vas être milliardaire. Et non. Entrepreneur, c'est un métier. Parfois, tu as des gens qui sont bien mieux en tant que salarié. Si moi, c'était mon cas, j'aurais été salarié, j'aurais une vie plus tranquille, j'aurais gagné peut-être beaucoup d'argent si j'avais travaillé pour un gros groupe, mais être entrepreneur, c'est énormément de concessions, c'est des montagnes russes. Parfois, tu crois faire un deal, tu le fais pas. Même encore cette année, en 2023, j'étais sur des deals énormes, pire que Shares, plus important encore que Shares. Et pourtant, Shares, c'est déjà... Ouais, en fait, c'est vrai que tu te dis, putain, mais en fait, c'est quoi la suite, tu vois, c'est quoi la finalité ? Et ça s'est pas fait pour X ou Y raison, parce que tu as des trucs qui sont indépendants de ta volonté, des trucs qui arrivent que tu ne... Même dans un film, le réal, il peut pas prévoir ce scénario. C'est un truc de fou. Et au final, tu dis, bon, bah, c'est la vie, c'est comme ça. Et 4-5 mois après, ça revient sur la table. C'est un truc de fou, la vie. Et il faut jamais lâcher. Donc, mais c'est un truc de fou. Et en fait, c'est le plus dur pour un entrepreneur. Et aussi, tu vois, le facteur de réussite, c'est vraiment genre ne jamais lâcher. Et même quand tu crois que c'est fini, que c'est over, que c'est terminé, il faut pas lâcher. Tu as une anecdote à nous partager à ce sujet, justement ? La première qui te vient. La première qui me vient, c'est un peu personnel, mais sans citer de nom, tu vois, j'étais en train de monter un fonds d'invest, un private equity. Ok. Avec un des top 10 des plus grands investisseurs au monde, qui est un des associés de Peter Thiel, justement. Ok. Et mon pote Jamie Foxx. C'est un deal que
qui est arrivé sur la table, sorti de nulle part. Je me dis, mais comment c'est possible? Tu vois, je me revois, moi, je te parle même pas de Shares et de mes autres boîtes, mais je me dis, putain, mais comment je peux en arriver là? À que cette occasion se présente à moi. C'est fait, ces trucs, c'est vraiment genre, le deal, il est closé. Vraiment. Et il y en a sûrement sur les réseaux qui vont dire, ouais, c'est un mensonge. Non, il n'y a pas de mensonge. Ce que je dis, c'est la pure vérité. Même avec mon pote Jamie, on a pris l'avion de ce mec-là. Tu vois, pour te dire à quel point j'en étais vraiment proche. Le deal est fait. On envoie toutes les term sheets. C'est signé, ces trucs, ces machins. Et arrive un truc, tu vois, personnel, et on est dans l'incapacité de signer pendant 4 mois. Incapacité totale de signer pendant 4 mois. Okay. De notre côté, du côté de Jamie et moi. Parce qu'on on est associés avec David. Incapacité totale de signer le deal. Et finalement, 3-4 mois après, j'arrive à tenir en haleine. C'est compliqué. Hein, quand tu montes des fonds avec des mecs de la tech, ça va très très vite. C'est différent d'autres business. Et finalement, on revient sur le devant de la scène. Et là, le marché est très compliqué. Donc, tout le monde fait un step back, tu vois. Après, je dis, bon, vas-y, c'est mort. Et là, il y a quelques jours, c'est revenu sur la table. Et ça, des trucs comme ça, genre, j'en ai vraiment, vraiment beaucoup. Et c'est ça qui est incroyable, mais c'est incroyable, mais c'est aussi très compliqué, cet effet yo-yo. Tu vois, parce que ça peut amener littéralement à des burn-out, à des dépressions, à des trucs comme ça. Je te dis pas que ça m'est arrivé, mais bien sûr, tu as des moments de faiblesse comme tout le monde. Et parce que quand tu as des trucs comme ça qui t'arrivent, des bonnes choses, tu crois vraiment que tu es genre on the top of the world. Intouchable. Intouchable. Et c'est pas du tout le cas. Et il y a une phrase, justement, un talk show qui avait été fait avec mon meilleur pote, avec Jamie Foxx et De Niro. C'est un truc que tu peux trouver sur Internet. Et 2017-2018, quelque chose comme ça. Et il a dit une phrase qui était incroyable. Genre, il le dit en anglais, mais en français, il te dit en gros, quand tout va bien, ne pense pas que tu es au sommet du monde. Just be calm. Genre, tu vois, genre, calme, tranquille. Et il dit genre, I've seen people go, I've seen people come, I've seen left go. En gros, c'est-à-dire, j'ai vu des gens venir, j'ai vu des gens repartir, j'ai vu des gens revenir, j'ai vu des gens repartir. Et il te dit genre, personne est dispensable. Genre, personne n'est indispensable. Ouais. Et c'est ça le plus dur en tant qu'entrepreneur, c'est, tu vois, genre de chill. Quand tu as des bons trucs qui arrivent, genre, n'essaie pas de tu vois, tranquille. Parce que le deal n'est pas fait. Et même si le deal est fait, tu sais pas de quoi est fait demain. Tu peux avoir closé ton deal, mais le marché, il est sucks, tu vois. Genre, le marché, il est en pleine crise. Donc, vraiment, tu vois, genre, moi, cette devise de 10% de réussite, 10% de travail, 100% de réussite, 100% de travail, faut pas le prendre au pied de la lettre. Mais je dis simplement que si tu travailles qu'à 10%, tu ne pourras jamais réussir à 100%. Ce n'est pas possible. Si tu travailles à 100%, est-ce que tu réussiras à 100%? La réponse est non. Mais par contre, tu auras 100 fois plus de chances de te rapprocher des 100%. Et la plupart des gens, quand tu vois leur rythme de travail, quand tu vois ce qu'ils font de leur journée, mais ils travaillent que 10% et ils espèrent 100% de résultats. Parfois, ça peut fonctionner. Tu as des coups de chance. Parce que la chance fait partie de la réussite. Et c'est ce que je dis à chaque fois, la chance, tout le monde peut en avoir. Mais à la fin, une fois que tu as cette chance, il n'y a que le travail qui permet de faire la différence. Tu peux être le plus chanceux au monde, tu peux avoir toutes les cartes devant toi. Si tu ne travailles pas, la chance, ça va disparaître comme une étincelle. Ouais, complètement. Donc, si tu as de la chance, enfin, si tu es chanceux dès le premier jour, tant mieux. Mais par contre, il faut vraiment, vraiment travailler. Et tu en as qui vont travailler énormément et qui vont avoir ce facteur chance. Ça a été mon cas. J'ai eu de la chance, j'ai travaillé énormément et je me sens chanceux. Et quand on me dit, ouais, il a de la chance, ouais, totalement. Mais comme n'importe qui dans la pièce. Mais après, j'ai su genre, transformer cette chance et travailler pour. Complètement. Justement, on va revenir sur tes débuts un petit peu, ce qui a fait aussi la personne que tu es devenue et comment tu as, on va pas dire manifester cette chance, mais maximiser ces chances que tu as su créer et puis comment tu as capitalisé dessus en travaillant énormément. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'a poussé à te lancer dans le monde de la nuit si jeune, notamment à Los Angeles, où tu as eu à un certain moment l'un des plus grands déclics de ta vie? En fait, si tu veux,
en 2-3 mots, j'étais vraiment bon à l'école. J'étais vraiment bon à l'école, mais je ne savais pas ce que je voulais. En fait, le parcours scolaire ne m'offrait pas ce que j'avais envie de faire plus tard. Et je ne savais pas ce que je voulais faire, mais je ne voyais pas de débouché sur ce que je voulais faire. Je savais juste que je voulais faire quelque chose de différent et que je voulais gagner ma vie et faire quelque chose de différent. Donc j'ai arrêté l'école très tôt pour entrer dans la vie active très jeune, pour gagner ma vie le plus vite possible. Et si tu veux, la nuit, ça a été... déjà, c'est à l'opposé de moi de base. Je bois pas, je fume pas, je me drogue pas, je fume des cigares, mais je fume pas de cigarettes, je me suis jamais drogué de ma vie et je bois pas d'alcool. Donc, c'est pas un truc ça m'a jamais attiré la nuit. Ça a été en fait un challenge personnel. Pourquoi ? Parce que quand j'étais plus jeune, j'avais une boîte de nuit à Paris. D'ailleurs, la première boîte pour laquelle j'ai travaillé, pour laquelle j'ai distribué des flyers. Je me suis présenté peut-être 10 fois et ils m'ont refusé 10 fois l'entrée. J'étais jeune, c'était une autre époque, tu vois, personne ne me connaissait. Ils m'ont refusé 10 fois. Donc, en fait, mon seul et unique challenge de l'époque, c'était de rentrer dans cette boîte de nuit. Okay. Comment rentrer dans cette boîte de nuit ? S'ils ne veulent pas de moi en tant que client, de toute façon, je n'avais pas d'oseille, mais s'ils ne veulent pas de moi en tant que client et que physiquement, ça ne passe pas, il faut bien que je trouve quelque chose. Donc, j'ai appelé plusieurs fois et jusqu'au jour où j'ai rencontré les 2 patrons, qui aujourd'hui sont toujours des potes, qui ont toujours cette boîte qui a changé de nom 12 fois, mais voilà. Et en fait, j'ai été les voir et ils avaient besoin de quelqu'un pour distribuer des flyers. Mais je l'ai fait gratuitement. Alors, dans ma tête, je gagnais pas d'argent, mais j'avais gagné ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire rentrer dans cette boîte de nuit. J'ai rencontré des gens, tu vois. J'ai rencontré autre chose que ce que j'ai l'habitude de connaître. Donc en fait, je gagnais pas d'argent, mais j'avais gagné mon challenge, c'était de rentrer dans cette boîte de nuit. Donc je distribuais gratuitement. Par contre, tous les soirs, c'était un peu mon office. En fait, tu vois, et je l'ai pris comme un business. Et j'ai fait ça pendant 1 an, quasiment 1 an, et je continuais les marchés. Donc, tu vois, je vivais un peu, c'était un peu bizarre comme je disais, parce que, en gros, je travaillais, je distribuais les flyers la journée. La nuit, j'allais dans cette boîte de nuit quasiment tous les soirs. Et après, je sortais de là-bas, il était 4h du matin, et j'allais faire les marchés à 5-6 heures. Ok. Donc, les marchés n'étaient pas tous les jours, mais je faisais quand même 3-4 jours par semaine, tu vois. Et donc, j'ai fait ça, et après, sur un coup de tête, j'étais parti avec mon ex de l'époque, on était parti à Los Angeles. Et tout a changé dans ma vie, tout a changé. Déjà, c'est la première fois que j'ai allé aux États-Unis, j'ai vu autre chose. Tu vois, cette ouverture d'esprit, j'ai vraiment vu une autre facette de ce que j'ai l'habitude de connaître. Et j'ai commencé effectivement à travailler à Los Angeles. Et là, j'étais énormément chanceux. J'ai travaillé pour une boîte de nuit pendant 2-3 ans. Je me suis fait un carnet d'adresses monstrueux. Et c'est vrai que ce que je ne savais pas, parce que tu n'avais pas tout ce qui était réseau, tu n'avais pas tout ça. Tu n'avais pas Facebook, tu n'avais rien de tout ça à l'époque. Tu avais, mais c'était pas, personne n'utilisait. Quand je suis rentré en France, dans mon métier, j'étais vraiment connu. Donc la même boîte qui me proposait gratuitement de distribuer des flyers, à la fin, ils me donnaient, je sais pas, 20 000 euros, 30 000 euros par mois pour travailler chez eux. Tu vois, donc ça a totalement changé ma vie. C'était il y a du coup 16-17 ans. Ouais. À ce moment-là, comme tu l'évoques, les réseaux sociaux, ça va beaucoup moins vite. Ouais. L'information va beaucoup moins vite. Dans quelle mesure ils avaient connaissance de ça et t'étais connu dans toute la sphère de la nuit, justement, jusqu'à Paris? La nuit, c'est un petit milieu. Okay. C'est un petit milieu. Donc, je faisais quand même mes allers-retours à Paris. Et ce qui marche encore mieux, en tout cas à l'époque, aujourd'hui, on parle des réseaux sociaux, qui va te poster, qui va te taguer pour que tu sois connu. À l'époque, ce qui marchait, et ce qui marche toujours pour moi, c'est le bouche à oreille. Tu vois, ça met plus de temps. Mais le bouche à oreille, c'est assez incroyable. Ouais. Quelqu'un qui dit à quelqu'un d'autre, qui dit à quelqu'un d'autre, qui va le dire à 10 personnes, à 20, à 30. Et en fait, indirectement, tu te crées un pseudo, pas mythe, mais une pseudo-identité et notoriété dans ton métier. Ouais. Et c'est vrai que quand je suis arrivé à Paris, dans ce que je faisais, tout le monde me voulait, quoi. Et ça a commencé comme ça. Et c'est vrai qu'après, j'ai quitté les États-Unis, je suis resté à Paris, et après, j'ai fait mon chemin. J'ai travaillé pour une première boîte de nuit sur laquelle je distribuais des flyers, puis une deuxième, puis une troisième, puis j'en ai acheté une, puis 2, puis après, au même moment, j'ai ouvert mon premier restaurant. En fait, tout s'est enchaîné, mais j'ai vraiment jamais rien lâché, parce que je n'avais rien à perdre. J'avais rien à perdre. Je vois. Et justement, tu évoques le fait du bouche à oreille, le réseau, c'est une de tes forces. Tu fais partie de ces rares personnes en francophonie qui ont, je pense, un énorme réseau tant sur le marché français que le marché international également. Ça t'est venu naturellement et rapidement, cette compréhension de
la psychologie humaine, l'intelligence émotionnelle, pour justement réussir à connecter avec les bonnes personnes intelligemment et capitaliser dessus, mais sans forcément... tu vois, beaucoup en France, quand ils entendent capitaliser sur ton réseau, ça a une connotation négative, alors que pas du tout en réalité. Mais ouais, dans quelle mesure ça t'est venu? C'était quoi le déclic qui a fait que... Écoute, ce qui est très paradoxal, c'est que j'étais extrêmement introverti, extrêmement timide. Contrairement à aujourd'hui où j'ai beaucoup plus d'assurance dans... Voilà, quand tu réussis un petit peu et que tu prends de la maturité, tu as plus d'assurance. À l'époque, j'étais extrêmement introverti, très timide, mais par contre, j'avais rien à perdre, contrairement à aujourd'hui, pour te faire la différence. Ouais. Aujourd'hui, je vais jamais aller voir quelqu'un aujourd'hui. Si on me fait pas une intro, je vais pas aller voir la personne. Il faut qu'on me fasse une intro. À l'époque, je pouvais aller clairement, même si j'étais timide, en fait, je me suis dit, de toute façon, il va jamais se rappeler de moi, la personne, tu vois. Le mec ou la meuf, ils vont jamais se rappeler de moi. Donc, au pire des cas, il m'envoie chier, c'est pas grave, tu vois. Je le recroise même demain, personne, il va pas se rappeler. Je vais pas l'insulter, tu vois, je veux juste l'aborder. Et donc voilà, c'est vrai que j'ai commencé comme ça, vraiment au culot, et ça a été un long chemin, si tu veux. Bien sûr, moi, j'ai capitalisé énormément sur mon network, mais mon network, je m'en suis servi que bien longtemps après. Okay. C'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Et les gens, en fait, ils vont rencontrer quelqu'un, ils vont directement vouloir faire quelque chose avec eux. Moi, ça a pris 10 ans, 15 ans avant que je fasse des trucs avec mes amis. Ouais. J'ai d'abord créé une relation, tu vois. C'est comme si tu rencontres une femme et tu l'as jamais vue, tu veux te marier. Alors, je sais qu'il y a des émissions, mais dans la vraie vie, c'est pas ça. Dans la vraie vie, tu dois apprendre à connaître la personne pour arriver à te marier avec elle, tu vois. Ouais. Et moi, c'est un peu ce que j'ai fait. Genre, j'ai connecté avec des gens avec qui j'ai le plus ou moins d'affinité, qui m'ont présenté d'autres gens et d'autres gens et d'autres gens jusqu'à temps que tu aies une affinité. Et voilà. Et après, ce que je dis à tout le monde, c'est que, in fine, à terme, tu n'as pas besoin de connaître la Terre entière. Il faut juste connaître les bonnes personnes. Moi, je connais beaucoup de monde, mais je connais surtout les bonnes personnes. Ouais. Et c'est ce qui te permet d'avoir cette crédibilité pour après travailler avec d'autres gens. Ouais, complètement. Lorsque tu reviens en France, tu dis, t'es vu comme une star dans ton milieu. Là, tu décides d'ouvrir les restaurants, boîtes de nuit, ouais. Mais tu as seulement 23 ans à ce moment-là. On est dans une autre époque. Qu'est-ce qui fait que tu as cet esprit aussi éveillé à cet âge-là sur l'entrepreneuriat et que tu oses faire des choses alors que la plupart des gens, des jeunes hommes de 23 ans, qui plus est à cette époque, vont pas forcément avoir autant cette déterre et cette feu, cette envie? Bah, déjà à l'époque, le terme entrepreneur n'existait pas vraiment. Ouais, il existait, c'est la mode. Il existait, mais honnêtement, je pense que tu demandais à 50 personnes ou 80 personnes sur 100 dans la rue ce que c'était un entrepreneur. Ils ne savaient pas ce que c'était. Tu vois, aujourd'hui, tout le monde est un entrepreneur. Ouais. Maintenant, c'est du langage courant. À l'époque, je ne savais pas ce que c'était, je ne le prenais pas comme tel. Je me suis dit, j'ai envie de faire différentes choses. Il faut être focus dans ce que tu fais pour que ça fonctionne, mais j'ai envie de tester plusieurs trucs, j'ai envie de monter plusieurs choses, et c'est vrai que j'étais jeune, donc pourquoi j'avais pas peur ou quoi au caisse, c'est que je me suis toujours dit bon, je suis jeune, j'ai rien à perdre, pire des cas, je l'ai fait une fois, je peux le faire 2 fois, et puis pire des cas, je retourne chez mes parents, tu vois, je retourne en banlieue, j'ai vu chez mes parents, il y a pire, tu vois, genre voilà. Et si je prends pas un risque maintenant, est-ce que je vais le prendre à 40 ans ou à 50 ans? Ouais. En fait, si tu prends pas un risque très jeune, est-ce que tu arriveras à le prendre plus tard? Donc moi, j'ai pris des risques tout de suite pour mettre dans le grand bain, faire mes erreurs, parce que j'en ai fait, et après en faire de moins en moins d'année en année. Ok, ouais, je vois. Et justement, c'est quoi les plus grands défis auxquels tu as fait face dans cette période-là de ta vie où tu dois te faire un nom, tu dois réussir à te faire une place dans ce monde-là qui est un peu un monde aussi impitoyable, où justement c'est pas facile de se démarquer? Tu as 2 choses. 1, la crédibilité, parce que tu es extrêmement jeune. Et je me rappelle à l'époque, tu vois, genre les banquiers, je travaillais avec des courtiers pour lever mes premiers fonds, et ils me disaient toujours, dans un dossier, c'est bien, maintenant c'est un peu moins vrai, mais à l'époque, ils appelaient ça, comment ils appelaient ça, genre le monsieur aux cheveux gris. Je comprenais pas, et du coup j'ai demandé des explications. En fait, on disait, peu importe, dans ton association, il faut que tu aies un mec aux cheveux gris, c'est un mec plus vieux, qui a de l'expérience. Donc tu avais ça, la crédibilité, le fait de t'arrives, tu as un peu d'argent, et tu penses que non. Et en fait, peu importe ce que tu vas faire, personne ne te prend au sérieux, parce que tu es trop jeune. Aujourd'hui, c'est différent. Avec les réseaux, tu vois des jeunes qui ont 18-20 ans qui font 40 millions par an en faisant des vidéos. Enfin, bon, tu vois, mais à l'époque, il n'y avait pas ça. Ça n'existait pas. Donc, tu as la crédibilité. Et 2, tu as l'ego.
qui n'est plus du tout mon truc aujourd'hui. J'ai aucun ego, je m'en fiche. Et en fait, l'ego, c'est toujours compliqué parce que quand tu es jeune, tu veux prouver aux gens et à toi-même. À toi-même, c'est pas grave. Aux gens, c'est plus grave. C'est même malsain. Aujourd'hui, j'ai plus rien à prouver à qui que ce soit. Je m'en fous de ce que les gens disent de moi. Ça m'est totalement égal. Tandis qu'à l'époque, j'ai essayé de me justifier à chaque fois. Et peu importe ce que je faisais, on me disait oui, c'est pas lui, c'est son père. Lui, c'est pas lui, c'est son oncle. Mais les acteurs, les trucs, les machins, oui, c'est son père qui lui a présenté. Mais mon père n'a jamais été aux États-Unis de sa vie. Mon père ne parle pas anglais. La première fois qu'il est venu, c'est moi qui l'ai emmené. Personne ne m'a donné de l'argent quand j'ai monté mes affaires. Et en fait, tu vois, tu veux prouver, tu veux te justifier. Mais auprès de gens qui t'apportent rien en vrai, tu vois. Et quand j'étais jeune, c'était ça mes deux plus gros trucs, la crédibilité et l'ego. Aujourd'hui, même sur les réseaux, tu vois, quand on poste des vidéos, tu as des gens qui te connaissent, tant mieux, et tu as des gens qui vont dire oui, c'est facile, tu as commencé avec de l'argent. Mais à l'époque, j'aurais pris beaucoup de temps à essayer de m'expliquer. Aujourd'hui, pourquoi je vais me justifier auprès de quelqu'un? Ok, si tu veux, j'ai commencé avec de l'argent. Ça te rassure, tu vas mieux dormir ce soir? Est-ce que tu vas être mieux? Si tu es mieux dans ta vie, why not, tu vois? Mais je peux pas dire ça pour te faire plaisir. Ouais. Mais par contre, je vais pas non plus contredire. Pourquoi? Parce que j'ai plus le temps. Pense ce que tu veux. Oui, tu as raison, j'ai commencé avec ce que tu veux. Tu vois? Ou ouais, c'est pas à lui. Ok, si tu veux, c'est pas à moi. Mais on dirait que je te dois de l'argent, ou on dirait que... Non, c'est le problème d'Internet aussi. Ouais, c'est le problème d'Internet. Donc, mais aujourd'hui, je m'en fiche. À l'époque, c'était différent. Je voulais en tout cas absolument me justifier. Et donc voilà, ça a été mes deux plus gros problèmes de l'époque, c'est la crédibilité et l'ego. Aujourd'hui, je n'ai plus d'ego. Et d'un point de vue crédibilité, j'ai plus rien à prouver. C'est vrai qu'il y a ce truc de fascination sur Internet où les gens veulent comprendre, veulent savoir. Moi, je me souviens de la première fois que je t'ai découvert. Alors, c'était bien avant même que je crée du contenu ou autre. C'était sur une vidéo d'Akram. Et tu étais arrivé bien habillé, bien sapé dans une voiture, une vieille voiture de collection. Je ne sais même plus quand c'était. C'était peut-être en 2000. C'était il y a très longtemps. 15 ou je sais pas. Même avant. Même avant, sûrement. Je me souviens, je jouais encore aux jeux vidéo, je connaissais rien. Et je pense que tu as le profil aussi pour attirer cette fascination et vouloir comprendre qu'est-ce qui fait ce mec. Ne serait-ce que par aussi ta prestance, ton charisme, ce tatouage, la personnalité que tu as, l'énergie que tu dégages, etc. Et on se dit, attends, mais d'où il vient? Qu'est-ce qu'il fait? Et moi, je me souviens, je m'étais fait cette remarque aussi à cette époque, mais moi, c'était plus une curiosité, on va dire, saine, parce que là, je me la faisais à chaque fois. À chaque fois, le dénominateur commun, c'était « Ah, ce mec a osé faire des choses, ce mec a entrepris des choses. » Et c'est grâce à ça que j'ai construit justement ce truc, ce mythe de l'entrepreneur. Et je me suis dit, je veux la même vie, je veux la même identité, je dois changer mon identité. Non, mais t'as très bien résumé. C'est vrai que j'ai toujours été présent et discret en même temps. Jamais vraiment exposé tout ce que je faisais, parce que les gens ne peuvent pas comprendre. Et tu vois, genre, même parfois, quand je pitch quelqu'un et que je lui dis mes activités ou quoi, parfois, je lui raconte même pas tout. Parce qu'en fait, c'est pas que c'est trop, c'est que parfois, les gens ne comprennent pas, mais aussi, je me suis vraiment bien entouré et j'ai fait un setup qui me permet de faire beaucoup de choses. Tu vois, mais j'ai aussi accepté de gagner moins sur certaines de mes affaires. Bien sûr. Parce que j'ai besoin de prendre beaucoup de gens, j'ai besoin de m'associer, tu vois, c'est ce qui me permet d'avoir cette liberté de faire ce que j'ai envie de faire. Moi, j'ai toujours été très focus dans ce que je faisais, mais je voulais jamais être à 100% sur un truc. Tu vois, je voulais lancer un business, voir le business model, le comprendre et que ça marche, le développer, puis le passer à un CEO, le passer à des partenaires, le passer à des gens, toujours en restant actionnaire, bien sûr, et faire ça, tu vois. Pourquoi? Parce que moi, j'ai le syndrome du nouveau riche. Dans le sens où tu as toujours peur de revenir en arrière. Donc, j'ai cette vieille expression qui dit ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Okay. Et ça, malheureusement ou heureusement, tu as des trucs que tu ne pourras jamais changer dans ta vie. Tu vois, et c'est mon cas. Ça, c'est une expression que j'ai toujours entendue. Jamais mettre les œufs dans le même panier. Donc, je l'ai pris à ma façon. Tu vois, je l'ai pris genre de mon côté. Je ne sais pas si c'est le bon côté, mais en tout cas, je l'ai pris du mien. Et je me suis dit, OK. Et même quand j'étais jeune, tu vois, quand j'avais les boîtes de nuit, putain, je me suis dit, attends, OK, je fais les boîtes de nuit, je gagne tant par mois, c'est exceptionnel. Genre, je gagnais rien, je me retrouve à gagner 20, 30, 40 par mois. Mais putain, si cette boîte est ferme, je suis pas le patron. Et du coup, de 40, je vais passer à 30. Et attends, et si lui, il vend? Attends, je vais passer à 20. Et si ça marche plus, je vais passer à 10. Et
Et tu vois, et en fait, je me suis dit, putain, genre, comment je vais faire? Donc, j'ai eu trop peur. J'ai vraiment eu peur à l'époque. Et en fait, j'ai gardé ce syndrome-là. Je dis, OK, tu sais quoi, la nuit, ça cartonne, ça marche, je continue. Qu'est-ce que je peux faire qui n'est pas trop loin, qui est encore dans mes compétences? De la restauration. Donc, je vais monter des restos. Ok. Au moins, tu vois, si un jour la nuit s'arrête, j'ai les restos. Ouais. Et après, ça a continué comme ça toute ma vie. L'IMO, la tech, les investissements. Tu vois, et en fait, j'ai toujours fait ça. Ce qui me permet de toujours me dire, OK, même s'il y a un truc qui s'arrête, bah, j'ai toujours une liane de secours. Et voilà, mais j'ai ce syndrome-là. C'est super intéressant parce que tout à l'heure, j'ai échangé avec quelqu'un d'autre qui lui aussi a une très grosse croissance fulgurante. Et c'est aussi un sentiment d'insécurité qui fait qu'il a eu ce besoin de scale et d'aller chercher des niveaux de revenus juste énormes. Et c'est seulement à partir d'un certain niveau qu'il s'est dit, bon, maintenant je suis un peu plus posé, mais c'est autre chose qui le stimule pour aller chercher plus d'impact. Donc c'est bien d'en avoir conscience et c'est bien d'utiliser, en l'occurrence ici dans cet exemple, quelque chose qui peut être perçu comme une faiblesse, en force, en moteur, pour pouvoir avancer, aller plus loin que tous les autres. Tu dis aussi avoir saisi beaucoup d'opportunités, en tout cas quand il le fallait, mais comment est-ce que tu as construit cette philosophie de détermination, d'avancer sans jamais t'arrêter, et ce peu importe les obstacles? Parce que typiquement l'exemple que tu donnes en distribuant des flyers gratuitement, puis te lever le matin à 6 heures pour aller vendre des choses au marché, puis après enchaîner, faire autre chose, etc. Encore une fois, il y a un déterminisme et une envie de faire les choses. Cette flamme au fond de toi, d'où est-ce qu'elle te vient? Après, je pense que tu as une partie qui est innée. Tu vois, tu es né avec ça ou tu ne l'es pas. C'est pour ça que je te dis encore une fois. Tu penses que c'est inné? Tu penses que tu es né avec? Je pense que tu peux te donner l'envie, mais je pense qu'à un certain niveau, quand tu es très jeune, tu as cette envie soit de t'amuser, soit de réussir. Tu vois, moi, j'ai jamais été dans cette optique, quand j'étais plus jeune, de m'amuser. En fait, je me suis toujours dit comment je vais faire pour réussir. Donc, ça a été un vrai vecteur pour moi et une vraie locomotive. Et encore une fois, je ne savais pas ce que je voulais faire. Ouais. Et donc, il fallait que je fasse des trucs. Tu vois, il fallait que je trouve tu vois, mon futur métier, ma vie, quoi. Je me découvrais. Donc, et encore une fois, j'avais rien à perdre. Je n'étais pas un fils d'eux, j'avais pas fait d'études, tu vois, donc il fallait que j'enchaîne tous les métiers. Et quand tu vois, même à l'époque, Brad Pitt qui disait moi, je vendais des hot dogs, j'étais déguisé en hot dog dans la rue pour les donner. Ensuite, j'étais taxi. Ensuite, en fait, tu es obligé de tester. Et ce que je dis à plein de gens parfois, je fais, mais enchaîner les boulots. Attends, moi, quand j'ai pas eu le bac, et j'ai quand même intégré une école de commerce pendant 6 mois. Je me suis dit, bon, peut-être ça me parle et tout. Je vendais de la GED, c'est de la gestion électronique du document. Je vendais des photocopieurs Canon et Xerox. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas du tout moi. Mais en fait, ce qui est important, c'est de faire plein de choses pour savoir ce que tu ne veux pas. Parce que c'est difficile de savoir ce que tu veux dans la vie. Mais c'est plus facile de savoir ce que tu ne veux pas. Donc, tu vois, quand tu as des opportunités, il faut les saisir et se dire, oh, ok, en fait, je vais tout faire pour pas faire ça. Et après, c'est comme un entonnoir. Et jusqu'à temps que tu trouves ce pourquoi tu es bon. Ouais. Mais moi, j'ai enchaîné énormément de métiers. Je vendais des bobines carte bleue. Enfin, j'ai fait vraiment genre des métiers. Enfin, j'ai pas tout fait, mais j'ai fait suffisamment pour comprendre ce que je ne voulais pas. Ouais. Et également, tu as énormément travaillé et tu as eu beaucoup de résultats. Et à un moment donné, où tout fonctionne pour toi, tout explose en termes d'opportunités et de résultats, mais tu n'arrives plus à suivre. Il y a un moment donné où justement tu fais un burn-out, ou quasiment un burn-out. Penses-tu qu'à ce moment-là, tout est allé trop vite et c'était compliqué, c'était très challengeant et tu as dû te remettre en question? Ou quel a été l'élément qui fait que, avec du recul, tu aurais pu peut-être éviter cette situation? Ou, en d'autres termes, quelles sont les leçons que tu en tires? Alors, c'est compliqué d'éviter la situation parce que quand tu es dans un train à pleine vitesse, c'est impossible de se jeter du train. Donc, quand tu rentres dans le train, il faut il faut pas baisser il faut aller genre à sa vitesse. Et c'est vrai qu'à l'époque, si tu veux, je viens de banlieue. Quelques années plus tard, je suis à LA. Quelques années plus tard, j'habite Place Vendôme et j'ai un restaurant place du Marché Saint-Honoré. De rien. Donc, bien sûr, tu vois, tu te dis, mais surtout à un jeune âge, c'est compliqué. Donc,
heureusement, c'est un truc j'avais fait un mini burn-out qui n'a pas duré longtemps. Et après, à partir de ce moment-là, déjà j'étais jeune, donc c'est difficile de comprendre que c'est un burn-out quand t'es jeune. Et je me suis dit, ok, attends, chill, je sais d'où je viens. L'argent c'est bien, les business c'est bien, la santé c'est mieux. Quoi qu'il arrive, ça n'a pas de prix. Tu peux me donner 50 milliards, je préfère être bien dans ma vie, tu vois, ma santé soit bien et je te laisse tout l'argent du monde et je gagne le SMIC. Ça me va très bien. Parce que ça, il y a des trucs qui ne s'achètent pas. Et on l'a vu, hein, tu peux être milliardaire, tu prends Steve Jobs, malheureusement, lui comme d'autres, quand tu as une grosse maladie, c'est compliqué. Donc voilà, il faut juste prendre du recul sur la situation, de se dire que tout va bien, que c'est pas très grave, que si ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis. Et il faut vraiment, vraiment, vraiment prendre du recul, mais c'est ce qu'il y a de plus difficile. Ouais. C'est pour ça qu'être entrepreneur, c'est... Mais même, tu vois, des artistes, des chanteurs, des acteurs, des trucs, c'est des métiers qui sont très difficiles et qui ne sont pas adaptés à tout le monde. Donc, ça, tu vois, c'est pour ça que je dis à chaque fois, genre, si tu as les épaules pour, fais-le. Tu vois, je dis pas que j'ai les épaules pour, je dis juste que j'arrive à gérer. Ouais. J'arrive à gérer. Mais si je n'y arrivais pas, j'arrêterais tout. Ok. Et justement, à ce moment-là, tu fais step back, tu prends du recul et tu décides de vendre quelques-unes de tes activités, voire beaucoup de tes activités, et tu gardes un restaurant. Et tu te lances aussi dans l'investissement immobilier. Comment est-ce que tu as géré cette période et comment est-ce que tu as vécu cette transition? C'est une transition qui a été très dure. C'était une opportunité pour moi de tout vendre, sauf une affaire. En fait, c'est ça, je voulais pas rien faire. Donc j'ai gardé une affaire juste pour dire que j'ai une affaire. Tu vois, t'as de l'ego qui parle encore à l'époque. Et du coup, j'ai tout vendu parce que j'ai eu une opportunité financière. Ça a été très difficile parce que j'étais énormément sollicité dans mes activités, que ce soit dans la nuit ou dans la restauration. Mon téléphone, c'était un standard téléphonique. Et du jour au lendemain, il n'a plus sonné. Okay. C'était très compliqué. Du jour au lendemain? Du jour au lendemain. C'était très compliqué parce que tu as l'habitude de ça pendant 10 ans, 12 ans, et ton téléphone ne sonne plus. Tu te retrouves avec de l'argent, mais bizarrement, tu as de l'argent, mais tu parais inutile dans la vie. Tu vois, tu parais genre... tu vois, tu n'as rien à apporter. Tu as de l'argent, super, certes, c'est génial, mais après, on fait quoi? Donc, j'ai fait de l'IMO. Enfin, j'en fais toujours de l'IMO. Et j'adore en faire. Mais c'était, tu vois, genre, c'était pour moi un moyen de faire aussi pas mal d'argent. Parce que de tout ce que j'avais lu à l'époque dans un livre, et puis de toutes les autobiographies que je pouvais voir, s'il y avait un truc qui peu importe les métiers que tu avais, s'il y avait un truc qui rapprochait, qui était mutuel commun à tous les entrepreneurs qui gagnent de l'argent, ils font tous de l'immobilier. Quoi qu'il arrive. Ils ont tous des immeubles, ils ont tous des murs, ils ont tous des appartements, ils ont tous quelque chose. Donc, mais le problème, c'est que, enfin, en tout cas à l'époque, genre, je ne connaissais pas tous les leviers bancaires, je ne connaissais rien de tout ça, donc, à part pour la restauration. Donc, on m'a toujours dit, ouais, si tu veux faire de l'immobilier, il faut avoir de l'argent. Ce qui est vrai et faux aujourd'hui. Ouais. Hein, tu vois, aujourd'hui, c'est un peu différent. Enfin, moi, selon moi. Donc, du coup, on m'a toujours dit ça. Donc, du coup, je l'ai pris à l'envers et je l'ai pris au pied de la lettre. Et du coup, j'attendais d'avoir de l'argent. Et quand j'ai vendu mon groupe, j'ai pu faire de l'immobilier. Mais je me suis rendu compte que ça ne servait à rien. Parce qu'en fait, tu as de l'argent, mais les banques ne te font pas confiance. Parce que tu n'es pas du métier. Ouais. Donc, il faut encore prouver. Donc, en fait, cette histoire d'avoir que de l'argent, c'est pas vrai. C'est faux. Ça marche, tu payes cash. Mais l'immobilier, c'est pas un restaurant. C'est pas un truc que tu vas payer selon ce que tu fais. C'est un truc qui peut valoir plusieurs millions d'euros à l'achat. Ouais. Donc, il faut les avoir, les plusieurs millions. Et il faut prendre le risque tu vois. Donc voilà, donc c'est vrai que je me suis lancé à fond dans l'IMO. Et c'est toujours une grosse partie de mon activité. Donc, tu fais une première opération immobilière. Ouais. Tu montes les dossiers, tu fais en sorte que ça passe, tu fais une plus-value. Puis progressivement, tu te fais un nom, t'en fais une autre. C'est ça, je crée un storytelling avec ma banque. Et en gros, ils me disent très clairement, pour que je sois finançable sur une ligne de crédit, il faut que je remplisse les 3 cases. C'est-à-dire marchand de biens, achat-revente, tu achètes un bien, tu fais les travaux, tu les revends. Une promotion immobilière, tu achètes un terrain ou un ancien garage, voilà, tu le réaffectes en habitation, tu crées un immeuble, tu le vends. Et dans l'idéal, si tu peux, tu fais une VFA. Donc, c'est en vente sur plan, vente en futur d'achèvement. Donc, mais c'est 3 casquettes qui n'ont rien à voir. Tu fais un marchand de biens, tout le monde peut le faire.
Promotion immobilière, ça devient beaucoup plus compliqué. On parle de permis de construire, on parle d'autorisation, on parle de garantie décennale, on parle de recours des tiers, on parle de la mairie, on parle tellement de, tu vois. Et après, il faut passer à l'étape vente. Et après, tu as la VFA. Encore pire. Mais une fois que tu as rempli ces 3 cases, tu peux potentiellement tout faire. C'est vrai. Et au début, tu vois, quand j'ai commencé l'immobilier, je voulais faire que du marchand. Je me suis rendu compte que c'était une activité qui était top, mais qui était un peu limitée. Où il y avait beaucoup aussi d'acteurs sur le marché. Tandis que sur la promotion et la VFA, tu gagnais beaucoup plus d'argent et tu avais moins d'acteurs. Donc du coup, je me suis redirigé vers ça. Ok. Et là encore, une fois, tu dois apprendre 3 nouveaux métiers, finalement. Ouais. Quelles sont tes sources d'informations? Tu parlais avant de livres, mais j'imagine aussi que dans ton réseau, tu as réussi à constituer un panel d'individus qui ont déjà fait ce parcours, t'entourer des bonnes personnes. Si tu devais donner un conseil à celles et ceux qui nous écoutent et qui veulent gagner du temps ou réussir à avoir, d'une part, cette élasticité intellectuelle de rapidement comprendre les enjeux, les tenants, les aboutissants et s'intégrer dans un nouveau marché, sans faire toutes les erreurs que les autres ont déjà fait. En fait, si tu veux comprendre le business, c'est ce qu'il y a de mieux selon moi. C'est pour ça qu'il ne faut pas être pressé dans la vie. Il faut se cultiver, il faut comprendre comment un business fonctionne. Donc déjà, je me suis énormément renseigné. Ensuite de ça, je me suis entouré. Ouais. Et ensuite de ça, j'ai accepté de faire des erreurs. De gagner moins d'argent, moins de plus-value, etc. Mais j'ai accepté ça. Mais tu vois, si tu ne connais pas ton business, donc du coup, tu n'essaies pas de comprendre comment ça fonctionne. Si tu ne t'entoures pas, et tu penses que tu es le roi du monde, ça ne va pas fonctionner. Donc voilà, quand tu fais quelque chose de nouveau, il faut vraiment mettre les mains dedans. Ouais. Faut comprendre comment ça fonctionne. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, j'ai plus besoin, tu vois, je gère ce business différemment. Mais à l'époque, j'ai voulu tout comprendre. Ouais. Et justement, tu fais beaucoup d'activités, tu l'évoquais. Je comprends à 100% le fait de structurer, de processer, de mettre les bons associés au bon endroit. Mais à un moment donné, ta patte, ta signature, le edge que tu as potentiellement sur la concurrence ou ta compréhension du business, de l'humain et autres, ça reste quand même une énorme valeur ajoutée, une vraie plus-value, que ce soit dans l'immobilier ou au niveau des grandes décisions à prendre ou le réseau, tu connais le mec qui a les deals avant les autres pour faire du off-market ou autre, ou par exemple avec Shares, ou par exemple avec la restauration, peu importe. Dans quelle mesure tu gères ton quotidien et tes activités? Parce que tu travailles beaucoup, j'imagine, sur pas mal d'activités et autres. Ton téléphone ne doit peut-être plus être un standard téléphonique, mais je pense que c'est ça doit être un vrai catalyseur justement de toutes ces activités au quotidien et tu dois être souvent dessus. Comment tu gères ça? Quel est ton quotidien? Alors, pour moi, la clé de se diversifier et de réussir dans ses affaires, c'est de déléguer. Tu vois. Donc, typiquement aujourd'hui, en 2023, à l'époque c'était différent, mais en tout cas en 2023, toute la partie, par exemple, restauration immobilier, qui est une énorme activité chez moi, qui est une grosse partie, je ne la gère plus du tout. Je la gère à 5%. Ok. Donc, qu'est-ce que je fais dans ces activités? Je lève des fonds et potentiellement, je valide des emplacements. Mais je ne suis plus sur le terrain. Je suis pas là sur un... Tu vois, faut être réaliste. Je suis pas sur un terrain à 6 h du matin en train de faire un suivi de chantier. Je suis pas là à sourcer, plus en tout cas. Je suis plus là à sourcer les deal flow. Donc non, moi, mon activité, sur ces activités, enfin sur l'immobilier et la restauration, elle s'arrête à lever des fonds et à valider des emplacements quand il y a besoin. Ouais. Et faire ce travail avec les banques. Soit auprès d'investisseurs, soit auprès des banques. Mais en fait, je veux rester dans ce que je sais faire de mieux. Okay. Et après, toute l'autre partie opérationnelle, elle est gérée par, en l'occurrence sur la restauration immobilière, elle est gérée par mon beau-frère et nos équipes. C'est lui qui gère à 100% ça. Comment tu as constitué justement tes équipes et les partenaires avec lesquels tu travailles et tu vas faire confiance? Parce que réussir à trouver des partenaires, des associés en qui tu as confiance, qui sont compétents, qui sont sérieux, qui vont pas te la mettre à l'envers et qui vont rester droits et dignes sur le long terme, c'est pas une chose aisée. Mais en fait, il faut accepter de perdre. Moi, tu vois, sur une de mes affaires, sans citer de nom, sans citer pourquoi, etc., j'ai une affaire où je me suis volé 500 000 €. Okay. Donc, je suis pas un magicien. Hein. J'ai pas eu que des gens bien autour de moi. Mais en fait, il faut
parfois payer pour comprendre. Et voilà. Et après, tu vois, au fur et à mesure du temps, il n'y a que le temps en fait qui va te montrer si la personne en face elle est viable ou pas. Tu peux avoir la meilleure personne. J'en ai vu dans toutes mes boîtes. Au début, c'est des flèches. Après, ils explosent en plein vol. Ou ils en ont marre, ou truc, ou machin. Genre, tu vois, il y a toujours un facteur. Et à la fin, tu gardes les meilleurs. Et voilà. Mais de toute façon, dans tout business, ce qui est compliqué, ça reste le social. C'est ce qu'il y a de plus compliqué. Tu vois, de trouver des équipes en qui tu as confiance. C'est un travail au quotidien. Ouais. Et toi qui as côtoyé justement beaucoup les États-Unis, qui comprend le mindset à l'américaine et aussi la France, beaucoup en France, tu vois, lorsque tu as une certaine réussite sociale, lorsque tu montres une certaine réussite, lorsque tu parles d'argent, d'entrepreneuriat et autres, il y a une perception un petit peu ou carrément négative de la part de certaines personnes. Comment tu réussis justement à garder tes équipes motivées dans l'ensemble de ces différents business, tout en étant un personnage public et en osant parler de certains sujets qui peuvent paraître un peu tabous en France, ne serait-ce que la réussite et l'argent? Alors, moi, j'adore la France. Donc, voilà, j'aime énormément la France. J'y suis de plus en plus, j'y étais de moins en moins. Bien sûr, c'est vrai que tu as un énorme décalage avec les États-Unis ou d'autres grandes villes. Même à Londres, tu vois, j'ai eu une partie de l'année à Londres. Tu réussis, les gens, ils sont moins aigris qu'en France. En France, je ne sais pas pourquoi il y a ce culte-là de quelqu'un qui a réussi, c'est un voleur, quelqu'un qui a réussi, c'est quelqu'un de pas bien. Alors que, voilà, c'est un vrai problème. Et ça, peut-être ça changera dans les futures générations, parce que maintenant, tu as les jeunes, etc. Mais c'est très, très compliqué. Concernant la France, j'ai des business models qui sont un peu calqués sur des business américains, vu que j'ai aussi des trucs là-bas, dans le sens où sur ton premier cercle dans tes affaires, sur tes décisionnaires, sur tes dirigeants, etc., pour que ça fonctionne, il faut que tu les intéresses. Pas qu'un salaire. En fait, il faut qu'ils se sentent chez eux. Il faut qu'ils aient des parts de ta boîte. Tu vois. C'est avec des bad livers où ils ne font pas le travail, ils n'ont pas les parts. Mais tu es obligé d'intéresser. Tu ne peux pas garder tout le gâteau pour toi. Et d'ailleurs, dans toutes mes affaires, je suis rarement majoritaire. Tu vois, j'ai toujours des parts de mes affaires. Parfois à 50-50, tu vois, et on les divise avec d'autres personnes, parfois à 30%, parfois à 10%, mais je l'accepte. C'est ce qui te permet entre guillemets, de réunir tes meilleures chances pour que ça marche. Et donc, voilà, c'est mieux d'avoir... Enfin, moi, j'ai toujours préféré avoir des parts d'un énorme gâteau qu'un gâteau entier qui ne vaut pas grand-chose. Ouais. Et ça, c'est ta philosophie. C'est ma philosophie. Il y en a plein qui ne partagent pas du tout ça. Qui vont se dire non, moi je veux tout garder. Tu peux, mais tu peux pas scaler pour moi. Ouais. Tu as sûrement des exemples contraires de gens qui ont fait, mais des gens que je connais, tu peux pas. C'est comme si tu lèves de l'argent et tu veux pas donner des parts, ça marche pas. C'est partie du jeu, tu vois. Ouais. Tu veux scaler, tu veux marcher, tu es obligé de donner. Au fur et à mesure de tes rencontres et des gens que tu as pu rencontrer, est-ce qu'il y a une personne ou un mentor qui t'a radicalement marqué ou permis de changer ta vision et ta perception des choses ou la trajectoire de ta carrière? J'ai pas une personne en particulier. J'ai plein de personnes différentes. Par exemple, businessment parlant, je vais avoir quelques personnes où j'ai adoré leur histoire, j'ai adoré ce qu'ils en ont fait, j'ai adoré cette rage de toujours réussir, de jamais arrêter. Je trouve ça exceptionnel. J'ai des gens comme mon meilleur pote Jamie Foxx qui m'ont montré justement le fait de garder cette simplicité et d'être humble. Tu vois, c'est assez incroyable parce que tu vois des gens, ces personnes, ils sont connus, mais inconnus par rapport à des gens comme lui qui se prennent pour quelqu'un d'autre. Et tu as des gens comme lui qui sont très simples et très humbles. Donc, j'ai plein de gens qui m'ont appris à être ce que je suis aujourd'hui, tu vois. Pas qui m'ont appris, mais que j'ai un peu, pas copié, mais qui m'ont influencé. Ouais. Tu vois, au fur et à mesure des années, parce que c'est des gens que je connais depuis 15 ans, 20 ans. Donc, tu vois, c'est un peu le tout, plus toi, ton personnage à toi, qui fait ce que t'es, tu vois. Ouais. Mais voilà, j'essaie de prendre un peu des meilleurs, et il y a rien de mal, tu vois, à s'inspirer. Au contraire. Ouais, complètement. Tu parles souvent de Jamie Foxx. Vous êtes rencontrés comment ?
On s'est rencontrés j'étais très jeune, quand j'étais aux États-Unis, donc relativement jeune. Ouais. C'est une longue histoire, mais on s'est rencontrés, pour la faire très courte, on s'est rencontrés aux États-Unis, mais c'était pas du tout mon ami. On s'est juste rencontrés comme ça. C'est une histoire que j'aurais pu raconter sur un plateau de table, enfin sur un coin de table, pardon, en disant que je l'ai rencontré une fois. Et après, les choses font, enfin, tu vois, la vie fait bien les choses. Et en fait, quelques années plus tard, quand je vais vers mon premier restaurant, La Parisienne à Paris, ouais. il est venu dans mon restaurant. C'est pas moi qui l'ai emmené, tu vois, il est venu par le biais de quelqu'un. Et en fait, quand on s'est vu, il s'est rappelé qu'on s'était vu. Enfin, moi, je savais très bien que c'était, mais il s'est rappelé qu'on s'était vu, on a échangé. Je lui ai raconté un peu mon histoire, tu vois. Et puis, voilà, c'était il y a 17 ans. 17 ans, 17 ans, 16-17 ans. Okay. Et aujourd'hui, on est 6, 7 mois, 8 mois par an ensemble. Quasiment tous nos business, hors film et musique, bien sûr, mais tout ce qui est business side, on est ensemble, soit sur les fonds d'invest, soit sur différentes activités. Et puis voilà, mis à part le boulot, aujourd'hui, c'est une affaire plus familiale et amicale, tu vois. Ça a été une famille d'accueil pour moi. Et ça a changé ma vie. Okay. Ça a changé ma vie, bien sûr. Dans quelle mesure ça a été une famille d'accueil pour toi? Je suis parti très tôt de chez moi. Ouais. Donc, tu vois, les Noëls, les trucs, les machins, genre, j'ai un vague souvenir. Tu vois, enfin, des trucs bêtes, tu vois. Les vacances, ces trucs. Je suis parti jeune, tu vois. Je suis parti chez moi, j'avais 15 piges. Donc, tu te rappelles pas quand tu as 2 ans, 3 ans, 5 ans, tu vois. Tu te rappelles quand tu as 7, 8 ans, 10 ans, 12 ans, peut-être, tu vois. Donc, j'ai pas eu ce truc-là parce que je suis parti tôt de chez moi. Et ça a été un peu une famille d'accueil. Et même dans un de mes derniers posts, ce que j'avais dit. Et c'est vrai qu'il m'a accueilli comme personne, tu vois. Comme un membre de sa famille. Et ça fait... tu vois, je compte même plus, quoi, en années. Donc, mais c'est ce que je dis, tu vois. C'est pour ça que les amitiés, ça prend du temps. Ouais. Et c'est après que tu peux travailler avec eux et que ça t'amène à d'autres choses. Mais la plupart des gens, ils font la même erreur, c'est de vouloir être très pressé. Ouais. Tu vois, de rencontrer quelqu'un et se dire, OK, on fait quoi? Tu peux le faire, mais pas avec tout le monde. Pas avec des gens qui sont sursollicités. Ouais. Tu vois, quand tu es trop sollicité, ils vont penser que tu es là pour ça. Donc, il faut prendre le temps. Et le temps, ça fait tout. Ouais, complètement. Et justement, réussir à créer des liens sincères d'amitié, ça prend du temps, ça je te rejoins 100%. Ça peut créer et générer une certaine pression auprès de certaines personnes de se dire waouh, cette personne c'est une star, je dois l'impressionner ou qu'est-ce qui fait qu'elle a de l'intérêt pour moi, etc. Est-ce que toi tu l'as ressenti ou tu l'as vécu? Et surtout pour celles et ceux qui peuvent être très vite impressionnés, ça c'est souvent, tu l'as certainement déjà vu lorsque quelqu'un te rencontre dans la rue ou autre, d'autant plus que ces 2-3 dernières années, tu es de plus en plus visible sur les réseaux également. Souvent, tu as des gens qui sont un petit peu impressionnés, ils n'osent pas trop t'arrêter, mais ils ont envie, il y a des regards, mais ils n'osent pas, etc. Et ça va aussi avec l'audace et oser solliciter des gens pour développer son réseau et créer des opportunités. Mais encore plus quand tu vas cultiver une relation, qu'est-ce que tu dirais à celles et ceux qui ont justement cette retenue et cette gêne qui est perpétuelle? Alors, je ne parle pas spécialement pour moi parce que moi, je ne suis pas Jamie Foxx, je ne suis pas DiCaprio. Je suis un peu connu, les gens me suivent, mais je ne vais jamais avoir la prétention de dire que non. J'ai une petite notoriété qui est ce qu'elle est, donc je ne peux pas me mettre dans cette case-là. En revanche, quand tu es avec des gens qui sont vraiment connus pour le coup, parce que moi, je suis connu peut-être dans mon métier, dans mon milieu, tu vois, il y a un peu de public. Là, on parle de gens... Ils peuvent aller en Chine ou en Australie ou je sais pas où, ils vont être connus partout dans le monde. Donc c'est autre chose. Moi, ce que j'ai toujours fait, encore aujourd'hui, c'est de jamais être fan. Tu vois, de jamais être fan. En fait, il faut vraiment prendre du recul, de se dire, OK, ce mec-là, c'est une star, mais dans ce qu'il fait, dans sa vie, dans son métier. Mais moi aussi, je suis connu dans mon métier. Donc en fait, on est à peu près au même niveau. Je ne te parle pas financièrement, je ne te parle pas d'un point de vue notoriété publique. Je te parle, OK, retire la casquette d'acteur et retire la casquette d'entrepreneur. Tu vois, on est pareil, je veux dire, on est tous nés égaux, tu vois, donc c'est juste pas faire le fan et pas faire, tu vois, genre vraiment c'est overreact, quoi, tu vois, genre de toujours genre vouloir faire plus que, non,
Et puis, in fine, tu le sais, tu le comprends vite que ces gens-là, ils veulent justement des gens simples. Ils veulent pas des gens qui veulent prouver, des gens... vraiment, en 17 ans, avec Jamie, j'ai vu tellement de gens venir, repartir. Et à la fin, on n'est que très peu au final dans le cercle, tu vois. Mais parce que les gens veulent toujours genre overvalue, ils veulent toujours genre surjouer, montrer. T'as pas besoin, ça va pas l'impressionner, ni lui ni personne d'autre. Ça sert à rien. Donc sois plus humble, fier de ce que tu fais, mais il faut pas, tu vois. Donc moi, le meilleur truc que je peux dire à quelqu'un, c'est de pas faire le fan. Et après, quand tu vas aborder quelqu'un, tu as un contexte dans lequel tu peux aborder. Aborder quelqu'un quand il est au restaurant en train de bouffer des pâtes, le mec, il a son assiette dans la main, tu peux pas l'aborder. Tu as du timing, tu as un temps pour l'aborder. Il faut attendre qu'il se lève, il faut attendre qu'il parte, faut attendre, tu vois. Tu peux pas aller, je vois des gens, c'est les pires erreurs à faire, tu vois, parce qu'ils sont très excités. Chill, tu vois. Et voilà, après moi, me concernant à mon petit niveau de notoriété, c'est toujours ça aussi, en fait, c'est le timing, tu vois. Si tu vois que, je sais pas moi, t'es en boîte de nuit ou t'es dans un resto où il y a énormément de musique, t'as du monde autour de toi, comment tu veux parler business? Attends le bon moment, tu vois. Donne ta carte, tu vois, mais n'essaie pas de me pitcher un produit alors que, tu vois, non. Ouais. C'est une question de timing. Mais voilà. Mais après, il faut juste pas être... je parle pour les gens très connus, il faut pas faire le fan. Mais, c'est pas pour autant que tu peux pas lui dire que tu aimes ce qu'il fait. Tu vois ce que je veux dire? Genre, quoi qu'il arrive, quelqu'un de connu, il aime toujours qu'on lui lance des fleurs. Ouais. J'adore ce que tu fais, tu vois. Genre, c'est... Et d'ailleurs, on en parlait plein de fois avec Jimmy, c'est qu'est-ce qui intéresse plus un acteur que l'argent? C'est qu'on lui lance des fleurs à un événement, tu vois. J'adore ton film, j'adore ce que tu fais. Pas forcément lui, mais en général. Les gens aiment ça, tu vois. Parce que c'est quand même ton métier. C'est comme si moi, demain, on vient me voir dans la rue, on me dit j'aime ce que tu fais, c'est cool. Genre, tu vois, genre, tu te sens ok, genre, tu te sens bien. Ouais. Tu vois, plus que n'importe quoi. Donc voilà, il faut juste faut juste le faire au bon moment et pas faire le fan. Moi, ça a toujours été comme ça. Parce que je suis fan de personne. Je respecte beaucoup de gens. Je m'inspire de plein de gens, mais je suis jamais fan. Parce que de toute façon, tu pourras jamais reproduire ce que la personne a fait en face. C'est un parcours différent, c'est une mentalité différente. Tout est différent. Tu pourras jamais être comme... Tu pourras pas être le... Même des jumeaux, ils sont pas pareils. Ouais. Même des jumeaux, il y en a qui réussissent plus que d'autres. Donc, c'est pas un inconnu qui va être à la même échelle que toi. Tu peux être à la même échelle, mais différent. Donc, faut pas copier-coller. Il faut s'inspirer un peu. Complètement. Complètement d'accord avec toi à 100%. On va parler de shares, mais avant, j'ai envie de revenir sur un élément hyper intéressant qui parle aussi de réseau finalement, c'est La Parisienne. Ouais. La Parisienne, c'est pas anodin quand même ce que tu as fait. T'as pris un restaurant et c'est devenu littéralement la cantine des stars où tout le monde, ou en tout cas bien sûr. beaucoup de stars du showbiz, par dizaines, sont venus à La Parisienne. Comment tu as réussi à transformer ce lieu en un repère de stars, en une cantine de stars au fur et à mesure des semaines, des mois et des années pour littéralement être un aimant et devenir ce lieu incontournable à ce moment-là pour devenir ce que ça a été? Alors aujourd'hui, si tu veux, les gens les plus jeunes sur les réseaux vont penser que c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que maintenant, tu as les réseaux sociaux, tu postes une story, les gens ils vont repartager, donc tout va plus vite. Ouais. À l'époque, c'était pas du tout ça. Il n'y avait pas de réseau. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien de tout ça. Donc, c'était beaucoup de bouche à oreille. Et il fallait aller chercher les gens, tu vois. Et en fait, j'ai eu plein d'artistes qui sont venus. Et vraiment, ce qui a changé, c'est quand Robert De Niro est venu chez moi, il est venu au resto 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, qui m'a emmené beaucoup de gens. Moi, j'avais tout mon network de LA, de Los Angeles. Et en fait, voilà, tu vois, c'était du bouche à oreille et ça a été, tu vois, ça a été genre, ça a gross, genre au fur et à mesure. Mais ça a été, voilà, ça a été un artiste, 2, 3, 10, 20, 30 et voilà, après c'est devenu une cantine d'artistes. Mais à l'époque, c'était extrêmement dur. Ouais. Combien de temps ça a pris cette... Alors, c'était dur, mais pas long, parce que j'avais les bons contacts. Ouais. Mais quand même, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Plus facile. Tu postes, tout le monde le voit, les gens ont envie de venir. À l'époque,
C'est quoi, les journaux? Oui, c'est ça. À l'époque, c'était les journaux. C'était que ça. Première page, De C'était Niro que ça, oui. à la Parisienne. Voici, Gala, Public, Closer, et puis tout ce qui s'ensuit, tu vois. Plus quelques magazines américains. C'était pas évident. C'était pas évident, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est différent. Mais ouais, ça a été le déclic, ça a été Robert De Niro. Et après, ça s'est enchaîné parce que quand tu as les Américains, tu as les Français déjà. Quand tous les Français ont vu que les Américains étaient chez moi, tous les Français sont venus. Et c'est pas la même. Et autant aujourd'hui, du coup, on sait que ça part des réseaux, donc tu utilises des stratégies, des trucs, des machins. Autant à l'époque, c'était par exemple les journaux, les magazines. C'est eux qui venaient d'eux-mêmes ou il y avait une stratégie PR que tu avais mis en place pour faire en sorte de diffuser le message un maximum? Alors, les artistes, c'est moi qui les emmenais, bien entendu. Au début, après, les gens venaient par eux-mêmes. C'était un rendez-vous, tu vois. Et après, non, les articles, non, ça a été fait... c'est eux qui l'ont fait. J'ai jamais organisé un truc. Jamais parce que... Ça perd de son... Ouais, et puis aujourd'hui, c'est bien vu, parce que c'est le jeu. À l'époque, c'était un peu mal vu. Quand un artiste venait manger chez toi, il ne voulait pas forcément que ça sache. Aujourd'hui, sache que quand un artiste va dans un restaurant, 99% du temps, il sait que ça va le savoir. Parce que, tu vois, le restaurateur, il veut que tout le monde le sache. Ouais. À l'époque, c'était un peu différent. Et maintenant, les gens s'en foutent, tu vois. On va parler de shares, donc. La diversification, ça fait partie de toi aujourd'hui. Ouais. Les restos, l'IMO, l'entrepreneuriat, plusieurs activités, etc. C'est littéralement une clé de ton succès. Comment est-ce que tu décides dans quel domaine investir et comment tu gères en gros ton argent par rapport à ça, ton portfolio? Parce que Shares, pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est un réseau social de trading où tu peux suivre les investissements des personnes que tu as envie justement de follow. C'est ça. Et trader. Très stylé. Et du coup, par exemple, je m'abonne à ton feed, et je peux voir, OK, Taylor vient d'investir dans Apple, OK, Taylor vient d'investir dans Microsoft. Et tu peux du coup trader juste après, exact. Sur la même plateforme. Une sorte de presque copy trading, si j'ose dire. Tu peux voir ce que les autres font. Okay. Tu peux voir ce que les autres font, à partir du moment où vous suivez, donc c'est plutôt pas mal. Ouais. Surtout pour les débutants, tu vois. C'est assez cool. Mais même moi, tu vois, qui a l'habitude de faire ça, genre même moi sur Shares, parce que là, on a lancé la France, franchement, je suis des mecs incroyables, qui ont des résultats, tu pètes un câble. Et franchement, c'est fou, quoi. C'est incroyable, parce que normalement, à l'époque, tu allais sur Telegram, tu voyais ce que les gens y postaient, et après, tu allais sur ta plateforme de trading. Et là, on a tout réuni en une plateforme. Et c'est assez... D'ailleurs, juste avant d'arriver là, j'étais au bureau, j'étais avec mes équipes. Et justement, on parlait de ça. Et franchement, tu as des mecs qui... C'est incroyable. Et c'est fou de pouvoir faire... En fait, tu suis quelqu'un, tu suis la personne qui vient de trader, et tu peux aller directement sur l'action et passer ton ordre. Donc, c'est assez cool, tu vois. Mais donc, ouais, non, Shares, c'est une super aventure. Et c'était quoi ta question, excuse-moi? Justement, c'est quoi ta stratégie de diversification et de gestion? Alors, de base, moi, je vais que sur les secteurs que je connais. Et après, je marche beaucoup à l'opportunité. Si moi, je suis tout seul par moi-même, je vais rester sur mes zones que je connais. Mais par contre, j'adore les opportunités. Des trucs que je connais pas. Tu vois, la tech, je ne vais pas m'inventer une vie. C'est pas un truc que je connaissais. C'est un truc qui est bien à dire. Ouais, la tech. Mais c'est tout, tu vois. Aujourd'hui, je peux clairement me dire, ouais, j'y suis vraiment. Parce que je connais vraiment. Mais en fait, je pense qu'en 3 ans, je me suis instruit et je me suis entouré. Et puis, avec les gens avec qui, tu vois, avec qui je suis dans cette boîte-là, 3 ans égale 10 ans, quoi. Je connais vraiment. Et puis, c'est surtout ce qui est fou, c'est tous les acteurs du marché que j'ai rencontrés. Les investisseurs, les fonds d'invest, tout ça, quoi. Tu vois, des trucs que je connaissais pas. Tu vois, pour moi, la tech... En plus, la tech, tout le monde utilise la tech aujourd'hui. Tout le monde utilise ce mot. Mais il y a quelques années, personne ne savait ce que c'était. Ouais. Donc, c'est vrai que de base, je vais surtout sur les secteurs que je connais. Et après est venue l'opportunité de Shares. Et c'est une aventure exceptionnelle que je souhaite que tout le monde vive. C'est exceptionnel. Pas forcément... Je te parle pas de Shares. Je te parle de monter une entreprise comme Shares. Bien sûr. Et d'avoir cette expansion, cette adrénaline de levée de fonds, de développement, de passer de 0 à 90 millions, de passer de 0 salarié à plus de 200, d'avoir 3 bureaux dans 3 pays en 2 mois. Et je pense qu'il n'y a que dans la tech que tu peux vivre ça.
Et justement, il y a un truc assez fou, c'est que vous réussissez à lever 90 millions auprès de gros investisseurs, on peut le dire. Et donc, notamment Peter Thiel, qui est un des plus grands noms, en tout cas le plus connu, je pense, du board, des investisseurs. Mais le plus fou dans tout ça, c'est que le projet, à ce moment-là, il existe. Il n'est pas live du tout. Non, il n'existe pas. C'est limite, tu présentes un PDF, tu pitches, t'expliques, tu montres la vision, l'idée. C'est même un PowerPoint, tu vois, quand on commence au début. Après, tu as un deck, mais au début, c'était un PowerPoint. Ok. On te présente ton PowerPoint en pré-seed. En pré-seed, ouais. Ok. Et qu'est-ce qui fait que tu peux lever autant avec si peu, finalement, selon toi, par rapport à cette aventure qui est Shares? T'as vraiment deux trucs. T'as trois trucs. T'as l'équipe. Qui est dans ton équipe? C'est extrêmement important. C'est décisif. Si t'as trois personnes qui n'ont jamais rien fait, c'est pas une question qu'ils n'ont jamais rien fait, mais si t'arrives pas à raconter une histoire sur eux, tu vois, ça fonctionne pas. L'assurance, c'est un peu comme un jeu de poker. Tu vois, de dire à quelqu'un que tu as besoin de lui, mais sans... En fait, j'ai besoin de toi, mais non, j'ai pas besoin de toi. Tu vois, c'est vraiment ça, tu vois. C'est vraiment ce truc d'équipe et cette assurance. De vraiment de montrer à la personne, genre, OK, j'ai besoin de toi, mais finalement, j'ai pas besoin de toi. Tu vois, c'est un peu ce jeu de chat et la souris. Ouais. Et, attrape-moi si tu peux. Et après, le troisième, bien sûr, tu as un facteur chance. Ça se joue sur un rien. Tu vois ce que je veux dire, c'est jusqu'au dernier moment, jusqu'à temps que tu aies les fonds, ça peut ne pas se faire. Et même quand tu lèves, tu te dis putain, comment j'ai fait? Tu vois, comment on a fait? Comment ça, tu vois, si tu te racontes cette histoire 3 ans auparavant, j'y crois pas une seule seconde. Ouais. Tu vois, c'est pour ça que la vie est folle. C'est pour ça que c'est compliqué d'arrêter, de se dire ouais, je fais plus rien de ma vie, parce que à chaque fois, tu te dis c'est quoi la suite, tu vois. Et maintenant, je comprends, tu vois, des mecs qui n'ont pas du tout un objectif ni une ambition ni rien, mais tu vois, ils disent ok, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Maintenant, je vais être président de la République. Mais ça marche. Tout le monde peut pas l'être. Mais au final, c'est quoi la suite? Et je peux comprendre, tu vois, des gens qui se disent comme The Rock, tu vois, un mec comme Dwayne Johnson, on aime ou on n'aime pas. Le mec, c'était un catcheur. Il gagnait pas un bal. Ça devient un des acteurs les mieux payés au monde. Aujourd'hui, c'est un des plus gros producteurs. Il monte une marque de tequila qui pèse plus d'1 milliard. Et après, on se fout de sa gueule quand il dit qu'il va être président de la République. Il va pas l'être. Mais attends, le mec, il était catcheur. Et à la fin, il a fait des films pendant 10 ans, ça marchait pas. Et un matin, il s'est levé et tout Hollywood voulait de lui. Et après, donc, en fait, tu vois, c'est quoi le prochain step? C'est pour ça qu'il faut jamais arrêter. Tu vois, faut toujours, genre, ça marche pas, ça va marcher. En fait, il y a un moment, genre, tu vois, tu peux vendre des téléphones, des micros, des tasses, il y a un moment, en fait, si tu t'arrêtes, faut pas être étonné que ça marche pas. Mais si à chaque fois que tu continues de lancer quelque chose, il y a forcément un truc, c'est comme à la pêche, tu vois. Il y a un moment, ça va mordre. Tu vois, le poisson, il va mordre. Et jusqu'à temps que tu trouves un gros poisson. Là, c'est une baleine que tu as trouvée, justement. Ouais. Comment t'es allé le démarcher? Alors, ça, c'est une longue histoire. C'était avec mon associé, mais si tu veux, on a d'abord fait un pool Family and Friends. Okay. Donc, avec, tu vois, différents... en pré-seed ou en seed? En pré-seed. Okay. Avec des gens, tu vois, qu'on connaissait. Puis, on a fait rentrer un fonds français, qui est un gros fonds, qui nous a amorcé. Et après, on a été introduit. Et c'est là où on a fait ce travail de négo pendant des mois, tu vois. Ouais. Et jusqu'au dernier moment, tu te dis, mais ça va pas se faire. Et ce qui est fou, c'est que ça se joue vraiment à un rien, parce que imagine-toi, tu lèves pas. C'est quoi la suite, tu vois? Genre, va falloir que tu retournes lever, mais si tu n'arrives pas à lever, bah, tu peux pas te développer. Et en fait, ça se joue juste à ce qu'un mec il te dise, ouais, c'est bon, j'y vais. Et ça a été... c'est pour ça que tu as l'équipe qui a favorisé dans la balance. Ouais. L'assurance, le fait de dire, OK, on est la meilleure équipe au monde, c'était décisionnaire. Quand on lui a dit qu'on était la meilleure boîte au monde. Tu vois, on s'est pas dit, ouais, peut-être... Non. On est la meilleure boîte au monde. T'inquiète pas, t'es safe. Tu vois. Et t'as aussi bien sûr la chance, tu vois, qui est indéniable. Et quand tu mélanges un petit peu ces trois trucs-là, plus des gens au board, plus, tu vois... C'est pas 100% sûr que ça marche. Mais ta balance, elle est... Tu vois?
Ouais. Tu peux nous parler justement de l'équipe de Shares? Bah, Shares, aujourd'hui, c'est une grosse boîte. Hein. On est énormément de salariés. Les founders. Bah, si tu veux, on est plusieurs. Tu as vraiment t'as mon associé, donc Benjamin, qui lui est le CEO, donc un super maître d'orchestre. Ensuite, un autre gars. Enfin, après, tu as 2 autres personnes qui sont Arjas et François, qui eux sont plus sur la partie product, tu vois, tout ce qui est product et développeurs. Okay. Tu vois, tu as vraiment. Mais c'est ça aussi qui marche. Parce qu'en fait, tu as moi tu vois, qui est très fort en marketing et en réseau, et je sais où je vais. Est-ce qu'on est un réseau social aussi, tu vois. Et tu as un bon maître d'orchestre, tu as un mec qui est un génie en product, tu as un bon développeur. Et ça, tu ajoutes ça avec des bonnes personnes dans ton équipe, ça marche, tu vois. Mais si tu n'as pas ça, tu as beau lever 500 millions, tu ne marcheras pas, tu vois. C'est une question d'équipe. Encore une fois, sans ton équipe, tu ne peux rien faire. C'est comme si tu étais, je sais pas moi, Mbappé, tu étais seul dans ton équipe contre 11 mecs. Tu as beau être Mbappé, tu ne peux pas. Il faut que tu aies 10 autres mecs à côté de toi qui soient bons, tu vois. Pas qu'ils soient... Enfin, si tu n'as pas des gens bons avec toi, tu ne peux pas fonctionner. Complètement. Et en fait, c'est, tu vois, le plug de tous ces gens-là qui fait que tu arrives à un résultat qui peut potentiellement marcher. Ouais. Donc, mais encore une fois, voilà, c'est une question d'équipe et il ne faut pas se tirer la couverture en disant « ouais, c'est moi le meilleur ». Non. Si, personne n'est indispensable. Ouais. Mais c'est l'effet cumulé qui fait que ça fonctionne. Je vois, ouais. Ouais, non, mais complètement. Et justement, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui essaient de lever des fonds. En tout cas, pendant un moment, c'était vraiment la mode. Maintenant, il y en a de plus en plus qui essaient de bootstrap aussi. Mais quand tu dois pitcher ton projet, quand tu dois capter l'attention, quand tu dois susciter la confiance, quand tu dois obtenir tous les leviers qui sont nécessaires pour pouvoir aboutir à tes fins, outre la partie team, outre ce que tu as pu évoquer, si tu devais donner 1 ou 2 conseils à nos auditeurs, certains qui nous écoutent et qui sont justement dans cette phase, ok, j'ai un projet, j'ai une idée, mon truc peut révolutionner X ou Y industrie, quels seraient le ou les conseils que tu leur donnerais? Moi, je lève des fonds tout le temps sur mes différentes heures parce que j'ai besoin d'argent pour faire mes affaires, tu vois. Quoi qu'il arrive, on a toujours besoin de fonds. Tu vois, il faut pitcher. En fait, il faut sans cesse pitcher. Mais encore une fois, il faut pitcher quand tu es sûr. Tu vois, j'ai des mecs, sans les citer, qui sont venus me voir au bureau il y a quelques jours pour que je les conseille, pour que je prenne des parts de leur boîte gratuitement en tant qu'advisor, sur laquelle je n'ai pas forcément été. Mais en fait, tu vois, le mec me pitch son idée. Et au bout de 5, 6, 7, 8 minutes, je lui dis, mais ton deck, il fait combien de pages? Il me dit, là, on est à 60, on va passer à 45. Et je lui dis, écoute, je le prends pas personnellement, mais je te le dis. Genre, en fait, tu peux pitcher n'importe quelle personne, tu l'as déjà perdu. Je te dis pas que ce qu'on a fait avec Cher, ça doit se reproduire avec tout le monde, mais en fait, tu as des critères. Et un deck, quand tu pitches quelqu'un, il peut pas faire 50 pages. Un deck, il doit faire 10 pages, 15 pages, tu vois. Genre, tu dois aller à l'essentiel. Ouais. Mais un deck qui fait 60 pages, mais la personne, tu l'as perdu en face. Parce que c'est pas moi qui le dis, hein, c'est des études qui ont été faites, lesquelles, je ne sais pas, mais j'ai lu plein de trucs comme ça, où en fait, et c'est la vérité parce que je l'ai vu de mon expérience personnelle, l'intention que tu as à quelqu'un, quand tu lui pitches une idée, franchement, elle est de 1 minute. Pour le catcher. Si tu l'as catché, tu peux aller plus loin. Mais putain, si tu l'as pas catché dans la première minute, mais c'est fini. Le mec, il suffit que son téléphone, il sonne. Ouais. Il suffit qu'il ait soif, qu'il ait envie de pisser, qu'il ait mal luné, mais c'est terminé. Et en fait, il faut être hyper concis. Et par exemple, tu vois, que ce soit sur Shares ou dans la tech en général, ça m'a grave appris. Ouais. Tu vois, genre, j'ai vraiment appris de ça. Donc ton hook, justement, ton approche, ta première phrase, ton truc, tu l'as travaillé jusqu'à ce qu'elle soit parfaite ou c'est inné et en tu t'es dit non, le problème, c'est que moi, quand je m'entraîne, c'est que ça marche pas. Tu vois, si je m'entraîne devant un miroir et me dire je vais dire ci, je vais dire ça fonctionne pas. Je suis meilleur en impro. En impro. Donc, et c'est fou parce que tu vois, par exemple, même tu vois, avec la formation, même quand on faisait des pubs ou quoi, ou caisse, genre, tu vois, j'ai pas de problème à parler devant 1000 personnes, mais si tu me demandes de faire un facecam, j'arrive pas. Et de lire un script. C'est impossible. En fait, c'est marqué sur ma tête.
tu vois que c'est faux. Mais ça, je pense que c'est pour tout le monde pareil. Ouais. Tu peux être le meilleur acteur au monde, quand tu lis un script, ça sent faux, Ouais. tu vois. Tu vois, c'est comme si là, j'avais un prompteur derrière moi, si je parlais, tu vois, je vais lire, bon, alors, en fait, ça fait robot. Ouais. Tout de suite, tu le vois. Et donc, voilà, donc j'aime pas ça. Et je suis plus dans le côté, genre, toucher la personne, tu vois. Et pour toucher la personne, heureusement, ou je sais pas, il faut, pour que tu aies ce côté émotionnel, il faut ce côté réel, tu vois, pas robot. Oui, bonjour, je m'appelle. Non, tu vois, c'est genre, tu as le droit de faire des fautes. C'est pas grave de faire des fautes. C'est pas parce que tu fais des fautes que tu es un mauvais entrepreneur. Tu vois, c'est pas parce que tu n'es pas un bon orateur que tu es un. Non, ça n'a rien à voir. Donc il faut accepter de faire des fautes, il faut être plus dans le truc émotionnel, mais essayer d'être super concis. Ouais. En tout cas, pour catcher la personne. Une fois que tu l'as catché, tu peux prendre ton temps. C'est quoi l'ambition avec Shares aujourd'hui? Alors, Shares, c'est une grosse machine. C'est gros, c'est vraiment gros aujourd'hui. L'ambition, on est live au UK. On marche très très bien au UK. Là, on lance la France. On vient de la lancer en version waiting list. Et dans quelques semaines, ça va être ouvert totalement au public. Mais déjà, en France, il y a déjà énormément de gens qui utilisent la plateforme parce qu'on fait rentrer à peu près 1000 personnes par semaine. Tu vois, on a fait rentrer les 1000... je sais pas si, admettons qu'on ouvre au public dans 2 mois, on a fait rentrer les 20 000, entre guillemets, pendant 20 semaines, les 20 000 plus gros, tu vois. Et voilà, on fait rentrer 1000 personnes par semaine, les gens qui sont pas les plus gros financièrement, ceux qui sont le plus engagés, exactement. Et pour voir un petit peu aussi les retours, parce qu'on ne connaît pas le marché français, on connaît parfaitement le marché UK parce qu'on a commencé au UK, mais on ne connaît pas vraiment le marché français, comment ça réagit. Et là, maintenant, ça marche vraiment. Là, on fait rentrer par vague. Et à partir là, dans quelques semaines, on ira sur Apple Store ou peu importe quel store, et tu pourras télécharger l'application. Donc, après le UK, aujourd'hui, on lance la France. Demain, on lancera l'Europe. Après-demain, on lancera les États-Unis et d'autres pays. Donc, voilà l'ambition. Là, on avait fait une grosse campagne. On a fait une grosse campagne pendant plus d'1 an aux États-Unis, au UK, sur Shares. Et là, avec la France, on lance une grosse campagne européenne avec Venus et Serena Williams, donc les joueuses de tennis, qui sont nos associés sur cette affaire-là, qui sont des amis à moi, que j'ai fait rentrer dans un temps 2. Une fois qu'on avait lancé le UK, je leur ai pitché le projet et je les ai fait rentrer sur Shares. Et en fait, ça nous a permis que Serena et Venus Williams soient face of the company. On a shooté plusieurs commercials, donc plusieurs publicités avec elles. Et à partir du 15 novembre, ça va être live partout, en télé et sur les réseaux sociaux. Et ça va nous apporter énormément de crédibilité. Parce que quand tu as 2 des plus grands athlètes au monde qui font une publicité pour Shares, c'est assez énorme, tu vois. Ouais. Et pour la petite histoire, la dernière fois que Venus et Serena Williams ont fait une publicité ensemble, c'était pour Apple. Et c'était il y a 15 ans ou 10 ans. Depuis, ils n'ont jamais fait de publicité ensemble. Ils ont fait des pubs différentes parce que leur agenda ne leur permettait pas. Ils étaient les 2 en circuit et c'était compliqué. Donc, c'est fou, c'est qu'il y a eu Apple et maintenant il y a Shares où tu les vois les 2 sur la même pub. Ouais. Et c'était assez incroyable parce que tu vois, quand on cherchait des face of the company, j'ai eu plein de noms en tête que je pouvais facilement avoir, tu vois. Enfin, facilement, que je pouvais avoir via mes contacts et via, tu vois, on a pensé à David Beckham, on a pensé à Matthew McConaughey, on a pensé à plein de gens différents. Et après, j'ai eu vraiment ce chill des Serena Williams parce que je me suis dit, c'est 2 athlètes ultra respectés. Ensuite, il y avait le film, tu sais, qui sortait avec Will Smith sur la vie des Sœurs Williams, donc ça permettait même aux plus jeunes de savoir qui elles étaient et leur parcours. C'est des femmes. Et d'un point de vue pub, c'était exceptionnel parce que c'est un réseau social. Donc, en fait, c'est des gens que tu peux échanger, tu vois. Donc, à la caméra, ça allait être exceptionnel. Et franchement, il y avait tout qui était réuni pour. Et j'ai vraiment hâte parce que je suis vraiment fier du travail qu'on a fait sur ça. Et quand ça va sortir, ça va être assez énorme. D'un point de vue crédibilité, notoriété et développement. Ok, donc vous avez validé votre POC, vous avez validé la partie go-to-market. Ouais. Et là, c'est un peu le plan go global, quoi, finalement, avec ces 2 égéries notamment. Exactement. Quels sont les enjeux lorsque...
parce que le domaine de la finance, du trading, de l'investissement, de la bourse, c'est un marché qui est régulé, c'est un marché qui est Bien sûr. sensible. On le voit à chaque fois qu'il y a des publicités de gros acteurs, justement, tu as des disclaimers et j'en passe. Et là, en go global avec de telles égéries, tu dois vraiment, d'une part, montrer patte blanche et d'autre part, c'est très mainstream. De toute façon, nous, on a toutes les accréditations. Ouais. Et c'est pour ça qu'en fait, on a d'abord été au UK en temps 1. Pourquoi ? Parce que le UK, ça a été le premier pays dans lequel on a eu toutes nos autorisations pour pouvoir justement réguler parce qu'on a une activité qui est régulée. Donc le UK, c'est le premier pays où on l'a eu. Et après, on a choisi la France parce que c'est notre ville, c'est là où on vit. On a aussi nos bureaux ici, parce qu'on a nos bureaux UK et nos bureaux en Angleterre. À Paris, pardon, excuse-moi. Et donc la France, c'était une suite logique. On attendait toutes les accréditations. Il faut savoir qu'on a attendu quasiment 18 mois pour avoir toutes les autorisations AMF pour pouvoir exercer notre activité. L'avantage de la France ou de n'importe quel pays en Europe, c'est une fois que tu es régulé en France, ce qu'on appelle le passeport européen, c'est plus une accréditation que tu as besoin de demander. Tu vas juste valider ton passeport et en fait, tu peux ouvrir tous les pays d'Europe. Donc on a eu le UK, on a eu la France, mais la France égale tous les pays d'Europe. Donc on se focus sur la France pendant les prochains mois, malgré que l'ADS avec les Sœurs Williams va être traduit en toutes les langues. Et après, on va le partager partout en Europe. Tu vois. Donc l'idée, c'est vraiment l'Europe, le UK, et après les États-Unis, la Chine, enfin tu vois, Amérique du Sud. On verra où on va, tu vois. Mais et l'idée après, à chaque fois, c'est prendre des égéries. Et tu vois, faire des ads un peu sympas et continuer à construire. Tu vois, en fait, on veut être une marque. Tu vois, on est une marque. Bien au-delà d'être une plateforme, on est une marque. Et même le nom, tu vois, Shares, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel, tu vois. Donc, quoi de mieux pour une plateforme et un réseau social de trading, tu vois. C'est quand tu prends des boîtes, des concurrents comme eToro, Binance, Trade Republic, ça veut tout et rien dire. Tu vois, Shares, c'est une marque. Tu vois, c'est peut-être prétentieux. Mais pour moi, Shares, à un moindre niveau. Mais Shares, pour moi, tu vois, c'est comme Apple. C'est un truc qui... Je te dis pas que ça va devenir comme Apple. Mais en tout cas, on a une marque qui est très forte. Et même, tu vois, notre image de marque et notre charte et ce qu'on en a fait, tu vois, on a pris les meilleures boîtes au monde. Mine de rien, tu vois, pour créer ce logo et créer toute cette charte, on a pris les meilleurs au monde qui ont fait Uber, qui ont fait Airbnb. Et il faut accepter de payer des centaines de milliers et des millions d'euros à un simple logo. Mais parce qu'en fait, on s'est mis dans la case de « Ok, on veut être Uber, on veut être Apple ». On ne lève pas 90 millions pour commencer, pour essayer de gratter un logo à 200 balles. Non, tu vois, on veut être... On a les standards du multinational. Mais ça, il faut les avoir dès le début. Je te sens... très stimulé justement avec ce projet et tu dis souvent dans certains échanges et interviews que c'est une des plus belles expériences de ta vie, voire la plus belle expérience de ta vie et que tu vis une sorte de rêve d'enfant. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet et ensuite je vais rebondir sur un autre de tes projets du moment. En fait, c'est assez exceptionnel. C'est comme dans un film, tu vois. Je te dis, en fait, c'est la vitesse d'exécution aussi. Tu vois, de passer de 0 à 90 millions, de passer de 0 à 200 salariés, de passer de 0 d'un espace coworking à 3 gros bureaux, de voyager partout dans le monde, de dealer avec des fonds d'investissement partout tout le monde sait quitter, tu vois. Tous les fonds savent quitter parce que Peter Thiel va à l'aventure investir chez toi. Donc même s'ils ne connaissent pas toi, même s'ils ne connaissent pas ta marque, ils connaissent Peter Thiel, de pouvoir onboarder des égéries comme les Sœurs Williams, c'est un rêve. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est pour ça que je souhaite vraiment que tout le monde le vive parce que c'est une aventure qui est exceptionnelle. On souhaite une happy ending. L'idée, c'est quoi ? C'est de faire une IPO, c'est de rentrer en bourse, c'est de vendre la boîte dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Tu vois ? Mais ça, c'est l'happy ending. Mais par contre, tu vois, tout ce qui a commencé jusqu'à l'happy ending, c'est exceptionnel à vivre. Et si un jour je vends, tu vois, si un jour on vend qu'on n'est plus dans cette affaire, je me souhaite de revivre ce truc-là. C'est exceptionnel. Ouais. En tout cas, c'est vrai que ça a l'air d'être extrêmement stimulant et c'est une belle expérience et ça permet, en fait, si tu veux, par rapport à beaucoup de business où justement c'est des business, on va dire, de début ou intermédiaire,
ou des business à cash flow où tu vas faire quelque chose. Là, tu fais quelque chose au niveau global et tu as un vrai impact, tu as une vraie vision, tu as une vraie mission. Donc, je te rejoins et c'est bien que tu puisses le partager. Et surtout, on a hâte de suivre l'aventure dans les années à venir et avec la suite. J'ai D'autant hâte plus aussi. que au moment où sortira cet épisode, justement, On sera live, on sera déjà en France. Ouais. Enfin, on est déjà en France, mais on sera ouvert à tout le monde en France. Ouais. Bah, j'invite celles et ceux qui nous écoutent à aller voir ça parce que c'est gentil. Ça promet. Donc, ensuite, tu as aussi repris le business de la restauration, mais sous un autre angle, via notamment de la franchise. Pourquoi la transition vers cette stratégie de croissance qui du coup, tu as une possibilité d'aller chercher beaucoup plus gros aussi, peut-être un petit peu moins de rentabilité directe, mais par contre, plus de maîtrise sur les standards, sur la croissance. Ça peut être intéressant que tu nous partages justement cette vision également. Alors, sur l'aspect restauration, effectivement, j'ai 3 franchises. Je ne vais pas les citer. Pourquoi ? Parce qu'il y en a une où je suis sur un énorme deal et il y a une partie où je suis peut-être en train de vendre une... On se réussit conversation il y a 2 semaines, j'aurais pu les citer. Ouais. En gros, j'ai 3 franchises de restauration. Comment ça s'est passé ? C'est que au début, j'ai monté des restaurants type La Parisienne. Donc des restaurants qui étaient un peu liés à mon image, à moi. Si j'étais pas là, ça marchait pas, etc., etc. Et tu peux pas en monter 50 par an. Tu peux en monter un tous les 2-3 ans. Et encore, quand tu en montes un nouveau, il faut que l'autre, tu vas continuer à fonctionner. Mais comme tu vas moins y être, ça va moins marcher, etc. Donc j'ai toujours aimé la restauration. Et en fait, on a l'idée de... Et on s'est posé la question, on s'est dit, OK, quelle est la façon de pouvoir ouvrir, si on veut, 50 restos par an ? Dans la restauration classique, c'est pas possible. C'est impossible. C'est totalement impossible. Comment faire pour ouvrir 50 restos par an ? Et là, on s'est dit, OK, il faut faire pas forcément des restos type La Parisienne, mais des restaurants plus mass market, qu'on puisse rentrer chez tous les bailleurs, type Unibail, Klépierre, Emerson, donc tous les malls, qu'on puisse entrer dans les gares, qu'on puisse entrer dans les aéroports, qu'on puisse entrer dans les centres-villes, sur des surfaces peut-être plus petites, et de passer, au lieu d'ouvrir un resto tous les 4 ans, peut-être d'en ouvrir 4 par an. Donc on a vraiment... on s'est vraiment focus sur différentes enseignes qu'on a développées. Et là, ça fait 10 ans, on est en pleine expansion. Ça fait 10 ans, on ouvre partout. Essentiellement en centres commerciaux. Mais là, on est sur un truc où, effectivement, on va ouvrir... Enfin, on a un projet de développement qui est assez énorme. Et c'est assez exceptionnel parce que... Tu vois, je faisais un point la semaine dernière avec mon beau-frère. Enfin, il me faisait un point sur les prochains restos qu'on ouvrait. Je ne savais même pas qu'on ouvrait. C'est un peu du Monopoly. Et est-ce que tu gagnes moins d'argent ? Tu fais peut-être moins de chiffres, mais ton EBITDA à la fin, il est plus important. Pourquoi ? Parce que, tu ne travailles pas dedans, donc tu n'as pas besoin de te salarier. Donc, tu vois, tu économises de la masse salariale. Et tu n'as pas besoin, entre guillemets, de communiquer dessus. Parce que quand tu es dans des centres commerciaux, quand tu as des marques fortes, les gens viennent, comme un Starbucks, comme un McDo. Tu vois, McDo fait des pubs à la télé, mais ils ne vont pas dire « Allez au McDo de Paris-Nord, allez au McDo de la Défense ». Non, c'est global. Et c'est ce qu'on fait. Et c'est exceptionnel. Parce qu'en fait, c'est normal. En fait, tu vois, les gens viennent. Contrairement à un resto type La Parisienne, où tu dois dire « Oui, je suis le meilleur resto du monde, j'ai telle et telle star qui viennent ». C'est un autre business. C'est moins kiffant. Hein. Je préfère le business du restaurant traditionnel. Tu vois, encore une fois, là, c'est l'ego qui te parle. Tu vois. Et là, surtout que là, on ne sait même pas derrière quel type de franchise resto tu es. Exactement. Tu fais ça pour le kiff, pour le challenge, pour l'aventure. Et en plus, je ne communique même pas dessus. Ouais. Mais aujourd'hui, dis-toi que mon business restauration, il est 200 fois plus gros que quand j'avais La Parisienne et mes autres restos. Tandis que quand j'avais La Parisienne, je communiquais sur ça tous les jours. J'ai jamais communiqué sur un resto. J'ai dû faire une story en 2 ans. Ok. Donc c'est assez incroyable. Donc, mais ce que j'aime dans ce truc-là, c'est l'aspect un peu Monopoly. Tu vois, de dire que tu montes des marques, tu peux en monter 200 si tu veux, mais tu pourras pas monter 200 restaurants, c'est pas possible. Traditionnel, je parle. Quand tu as des franchises comme ça, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. Et même ta valeur de groupe est assez grosse, tu vois. Quand tu prends même des groupes type le groupe Bertrand ou plein de trucs comme ça, ils ont plein de marques. Tu vois, type Burger King, je sais pas, genre... Enfin, tu vois, ils ont plein de trucs où c'est mass market. Tout le monde connaît. Tu vois, ils n'ont pas besoin de dire, oui, allez, à ce restaurant-là, il y a telle star. C'est bien, mais c'est un autre métier. Et c'est vrai que moi, on avait cherché la solution pour permettre de développer la restauration
Et je me suis rendu compte que dans la restauration traditionnelle, c'était beaucoup plus compliqué. Et les investissements étaient beaucoup plus gros aussi, tu vois. Ouais. Tu peux monter 4 enseignes de restaurants, 4 franchises. Alors que tu vas en monter un seul. Mais sauf que les 4 que tu vas monter, c'est dans des centres, par exemple dans les centres commerciaux. C'est pas parce que le mec il va à Créteil-Soleil qu'à Paris-Nord il va pas marcher. Ça n'a rien à voir. C'est 2 clientèles différentes, tu vois. Tandis que si tu ouvres 2 restos dans la même rue, traditionnels, c'est plus compliqué. Complètement. T'en as qui réussissent, ouais. Mais t'en as pas 50. Ouais. T'en as pas 50. Ah, c'est un autre game en fait. Mais là c'est un truc de Monopoly. Ouais. Pour ça quand tu me dis, et j'adore ce film et je me prends pas pour lui, mais c'est vachement inspiré, le film The Founder. Pour moi c'est avec genre Rock, ouais. Pour moi genre ce que je fais aujourd'hui c'est de l'immobilier. J'ai des points de vente, je fais mon chiffre, je prends mon EBITDA, je fais un bon EBITDA en fin d'année, et demain je revends mon groupe. Mais est-ce que je vends des pizzas? Est-ce que je vends des gaufres? Est-ce que je vends des kebabs? Sans citer les noms, voilà un petit peu mes enseignes qui sont tous connus. Non, je me dis pas que je suis vendeur de pizza. Je me dis en fait c'est de la restauration, mais c'est pour ça que je la mets dans la branche IMO pour moi. Ok. Tu vois, je suis pas un restaurateur, clairement pas. Je l'ai été, mais je le suis plus. Ouais. Mais j'aimerais bien remonter un resto. Ok. Tu vois, je suis dessus d'ailleurs en ce moment. Ça serait plus un projet du coup de cœur. De cœur, mais qui marcherait. Je fais pas des affaires pour me faire plaisir. Bien sûr. Mais je fais une affaire pour qu'elle fonctionne. Parce que j'emborde aussi des gens avec moi, tu vois. Ouais, bien sûr. J'emborde des investisseurs, j'emborde t'es pas pour faire perdre de l'argent aux gens. Il y a un point qui est intéressant, c'est que tu disais à chaque fois que tu lances un nouveau projet, une nouvelle affaire, tu cherches des fonds, tu cherches des investisseurs. Ouais, 100%. Pourtant, aujourd'hui, tu as une situation, tu as gagné pas mal d'argent. J'imagine que tu as accumulé une certaine aisance financière au fur et à mesure des ans. Du coup, tu pourrais très bien t'autofinancer. Exemple, là, ce resto, tu pourrais très bien, j'imagine, te dire j'y vais, c'est mon projet, c'est mon kiff. Je le fais 100% par moi-même, sans investisseur. J'ai déjà un élément de réponse à cette question, mais qu'est-ce qui fait que du coup tu fais le choix à chaque fois d'embarquer des gens avec toi, pour reprendre tes termes, et d'aller chercher des fonds extérieurs pour accompagner la croissance ou pour accompagner la création de ces projets? Alors, tu as différents trucs. Déjà, tu peux jamais être sûr, donc tu partages tes risques, mais ça, les investisseurs le savent. Également, il y a des gens que tu ne peux pas faire rentrer dans tous tes business, typiquement sur Shares, on pouvait pas lever plus que ça. On voulait pas se faire diluer plus que ça, donc voilà. Et donc tu les onboards sur d'autres activités. Et tu as aussi l'aspect un peu circle, tu vois, genre de dire ok, je fais un truc avec des gens que j'aime bien et on va construire un truc. Et c'est toujours la même finalité de pas avoir le gâteau tout seul, tu vois. Parce que mon objectif, c'est pas d'ouvrir un restaurant et d'être derrière les fourneaux. Non, c'est d'ouvrir un resto qui potentiellement peut en arriver à un deuxième, à un troisième, à un 20e, à un 30e. Et tous les gens qu'il y a dans ce groupe-là, je sais que potentiellement, si on fait un projet de développement, ils vont tous rajouter de l'argent. Comme moi. De toute façon, moi, je mets toujours de l'argent dans mes affaires. Mais j'ai pas le souvenir d'avoir mis 100% d'argent. Enfin, plus maintenant, en tout cas. Je l'ai fait, mais plus maintenant. Et puis, voilà, c'est le jeu. Je veux dire, n'importe quelle personne qui fait de l'argent, qui a de l'argent et qui monte des affaires, fait investir d'autres personnes. Ouais. Je connais personne qui met... T'en as peut-être, mais en tout cas, moi, de mon entourage, à réussir un high level, genre, c'est toujours des risques et de l'argent partagé. Tu fais bien de le spécifier. Ouais. Quand tu veux aller à certains niveaux, c'est très, très rare. Ouais. C'est très, très rare. Ouais, mais j'ai pas de souvenir. Ouais. Tu vois, pourquoi Elon Musk lève de l'argent tout le temps ou peu importe, tu vois, parce que tu as besoin. Il pourrait les mettre, mais tu as besoin. Et puis attention, les gens ils font l'amalgame entre la valuation de tes boîtes et ton cash flow. Tu vois, tu peux être milliardaire sur le papier ou multimillionnaire sur le papier, mais en liquidité, pas forcément être liquide. Tu peux avoir l'argent dans ton parc immobilier, tu peux avoir l'argent dans différentes boîtes, des actions, des trucs, des machins. Je connais pas beaucoup j'en connais, mais quand on parle de grosses fortunes, c'est pas, ils ont pas 1 milliard sur un compte. Pour être liquide, il faut qu'ils vendent des actions, il faut qu'ils vendent des maisons, tu vois ce que je veux dire? Donc il y a une grosse différence. Et je connais des gens qui sont multimillionnaires, sur leur compte, ils n'ont pas beaucoup, proportionnellement. Ouais. Mais du coup, ils vont pas mettre 5 millions pour un resto. Ouais. Non. Pourquoi? Parce que en liquide, même s'ils pèsent 100 millions, c'est au global. Ouais.
Mais s'ils pèsent 100 millions et qu'ils ont 10 millions sur un compte, tu crois qu'ils vont mettre 4 millions pour un resto? Ben non, ils vont pas mettre 50% de ce qu'ils ont en banque. Aucun intérêt. Donc ils vont mettre un petit ticket. 200 000, enfin un petit ticket. Tout est proportionnel. Là, c'est un exemple, tu vois. Parce qu'après, les gens vont dire, mais c'est proportionnel. Ils vont mettre 100 000, 200 000, 500 000, mais ils vont pas mettre 5 millions s'ils ont 10 millions en banque. Pour une affaire. C'est trop de risques. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tout le monde, tu te partages. Ouais. C'est obligé. Même si tu as l'argent, j'ai jamais vu un mec riche qui met tout son argent. Complètement d'accord. Parlons un petit peu d'état d'esprit, de mindset. Face aux différents challenges et éventuellement à la jalousie que certains pourraient avoir ou exprimer, comment tu gardes ton focus et ta motivation au quotidien? Déjà, il faut aimer ce que tu fais. Il n'y a que ça, en fait. Si tu te lèves tous les matins et tu te dis, putain, j'ai besoin de faire ça, tu peux pas perdurer. Tu vois, il y a un moment, genre, la motivation, c'est comme à la salle de sport, tu vois. Si tu n'as pas de motivation, tu as beau avoir le meilleur des coachs, non. Ouais. Il faut que déjà, tu aies une envie de le faire. Donc moi, c'est pour ça que, tu vois, sur certaines de mes activités, quand je vois que j'ai moins envie, j'hésite pas à déléguer. Parce que je vais être moins opérationnel, je vais être moins bon, et ça va pas le faire. Donc il faut vite changer son fusil d'épaule et ne pas hésiter. Mais voilà, moi, la motivation, je l'ai parce que j'aime ce que je fais. Et je ne prends pas mon travail comme un travail. Clairement. Tu mets souvent dans tes stories le mot « important ». Ouais. C'est devenu un peu ta signature, certains le reprennent, etc. Moi, comment je le retranscris, c'est aussi une question de discipline. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Quand, par exemple, tu vas... Alors, des fois, c'est sur le ton de l'humour. Ouais. Et des fois, c'est sur le ton, justement, de la discipline, l'autodiscipline. Par exemple, aller à la salle, par exemple, être régulier dans l'effort, par exemple. Montrer aussi lorsque tu vas au bureau et tu vas charbonner plutôt que de juste faire du lifestyle. Pour dire aux gens, voilà, c'est important. Il n'y a pas que ça, quoi. Après, important, c'est un état d'esprit. C'est un mot que j'utilise tout le temps. Ouais. Et c'est vrai qu'il a énormément été repris. Du coup, j'en ai fait même du merch, tu vois, pour m'amuser. Ok. Tu vois, des vêtements, des t-shirts, des conneries. Et pourquoi? Parce qu'en fait, de plus en plus de gens qui l'utilisaient. Du coup, je l'ai déposé, ce mot-là. Okay. Il y en a plein qui vont dire, ah, mais comment c'est possible? C'est comme Shares, tu vois, genre, tu prends un avocat spécialisé et on te trouve des moyens pour. Donc, j'ai déposé ce mot-là à l'INPI, et puis, enfin, en France. Et du coup, j'ai développé le merch avec, tu vois. Parce que j'ai de plus en plus de gens qui l'utilisaient. Mais à la base, c'est un état d'esprit, tu vois, où je mets des trucs qui sont genre... même si je mets une salade verte, quand je vais mettre important, c'est important de manger la salade, tu vois. En fait, tout ce que je vais mettre, genre, c'est important. Tu vois, genre... et parfois, c'est de l'humour, mais parfois, genre, je le pense sincèrement, tu vois. Okay. Mais c'est un état d'esprit. Genre, c'est avoir ce mindset un peu de... Genre, OK, j'ai envie, tu vois. Genre, j'ai envie de faire quelque chose. Mais bon, après, voilà, c'est apprendre... Second degré? C'est apprendre Ouais, c'est apprendre au second degré, mais c'est un état d'esprit pour moi. Mais c'est apprendre au sérieux quand même. Ouais, mais parfois, faut le prendre tu vois, faut pas le prendre au pied de la lettre, mais pour moi, c'est un état d'esprit où genre, OK, genre, c'est important, tu vois. Ouais. Mais ouais, et puis j'adore ce mot-là, tu vois. Ouais. Et dans la tête des gens, à chaque fois maintenant, tu vois, quand tu dis important, enfin pas à chaque fois, mais s'ils me suivent ou quoi, ils pensent à moi, bizarrement, tu vois. Bien sûr. Et t'as des mots, t'as des catch-up comme ça, genre, c'est fou. Mais ouais, c'est un mot que j'utilise depuis plus de 2 ans maintenant. Et tu vois, je dis pas c'est important, j'ai juste important. Ouais. Et c'est fou parce que j'ai même des potes à moi, tu vois, des mecs connus, tu vois, des Américains, genre aux États-Unis ou même au UK. Genre, même mon pote, tu vois, la semaine dernière, mon pote Ed Westwick, il était à Paris. Et genre, j'avais donné un t-shirt, tu vois, et même lui, tu vois, il essaie de le dire en français, tu vois. Genre, il va dire important, important. Genre, tu vois, ils le disent pas à l'anglaise, tu vois. C'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Et c'est marrant, parce qu'en fait, ça rentre dans la tête. Ouais. Ah, mais clairement, c'est un mot. Ouais. Et ouais, ça attise la curiosité. Récemment, il y a de ça 2 ans, 3 ans, tu as commencé à être de plus en plus présent sur les réseaux. Ouais. Donc, tu es passé un petit peu... pas envie de dire de l'ombre à la lumière, mais en tout cas, tu as commencé à communiquer davantage sur toi, sur ton parcours, notamment avec Mentor Class, l'immobilier. Tu as fait 2-3 vidéos où on te voit justement sur des chantiers. Il y a aussi 2-3 vidéos assez sympas, un peu à la Loot Wall Street en ads qui ont pas mal tourné. Qu'est-ce qui a poussé cette volonté justement à être davantage visible, à pouvoir véhiculer un message, à inspirer, à motiver et à transmettre? Alors, j'ai toujours posté, mais pas comme ça, c'est vrai. Et puis, j'étais pas vraiment actif, tu vois. J'ai toujours eu une petite communauté, mais pas comme j'ai aujourd'hui.
Et ce qui a changé, bah, tu as le Covid aussi. Mm. Déjà, tu as l'ampleur des réseaux sociaux, pour tout le monde, je pense, tu vois. Donc, tu vois, j'ai pris la vague. Et tu as le Covid qui fait que, bah, pendant le Covid, tu te faisais chier, quoi. Moi, j'étais à Los Angeles, j'étais avec mon pote Jamie, on est resté 3 mois enfermés avec quelques de nos amis. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Donc, tu vois, et après, je suis rentré en France et on ne savait pas quand ça allait terminer. Donc, on a commencé à faire quelques vidéos de business, de rigoler, etc., etc. Et après, bah, tu as de plus en plus de gens qui en voulaient en savoir plus, justement. Comment tu as fait, comment tu fais. Mais au début, c'était à petite échelle. Tu vois, c'était quelques personnes. Puis après, c'était une dizaine, une cinquantaine, une centaine. Et puis après, c'est monté de plus en plus, tu vois. Et maintenant, c'est vrai que c'est avec l'ampleur des réseaux. Et puis aussi, je l'ai vachement agrémenté avec du lifestyle. Et au final, c'est vrai que ça a fait un mélange où les gens, bah, ils se disent, putain, genre, comment je fais, quoi, tu vois. Ouais. Et en fait, ouais, ça a été décisif à partir du Covid. Mais j'ai toujours eu, parce que même avant le Covid, j'ai toujours fait des interventions dans les écoles. Pourquoi? Parce que quand j'étais jeune, à chaque fois qu'il y avait des gens qui venaient, tu vois, nous parler, c'était toujours des mecs beaucoup plus âgés. Et ça me parlait pas, c'était trop lointain. Quand j'étais même au lycée, et puis t'avais des mecs de 60 ans qui venaient nous parler. Tu vois, genre, j'arrivais pas à m'imaginer. Et je me suis toujours dit que ça manquait de gens plus jeunes qui racontent leur parcours. Et ça en manque encore aujourd'hui. Et j'invite vraiment les gens qui ont fait des choses à raconter ce qu'ils font. Parce que ça aide tellement de gens au final. Ça aide tellement de gens. Et ça commence très, très tôt. Donc, et c'est pour ça que tu vois, j'ai commencé à le faire dans des écoles, plein d'écoles différentes en présentiel. Et après, bah, on a développé Mentor Class et on l'a fait en format vidéo. Et maintenant, on se retourne vraiment maintenant, enfin, on va vraiment sur la direction de plus en plus d'événements en présentiel, parce que j'adore l'interaction avec les gens, et de l'accompagnement privé. Okay. Parce qu'on fait toujours de la formation vidéo, mais à la fin, voilà, ce qui paye, c'est bien d'échanger avec les gens, c'est bien de les accompagner, tu vois, vraiment de les accompagner d'une manière plus active. Voilà, malgré que la formation vidéo, c'est bien pour t'initier et te donner envie. Après, pour le passage à l'action, c'est toujours mieux quand on t'accompagne, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, mais c'est cool parce que du coup, j'ai rencontré plein de gens. Et ce qui est fou, c'est que j'ai même rencontré des gens qui ont investi plein d'argent dans mes activités. Via cette audience, via cette autorité. Ouais. Au début, ils ont commencé avec une formation vidéo, puis un petit accompagnement privé, et au final, ils sont associés avec moi sur de l'immobilier. Ou de la restauration. Ouais. Ou les deux. La puissance du personal branding, hein. C'est un truc de fou. Vraiment, c'est un truc de fou. Énorme. C'est un truc de fou. Et après, tu vois, justement, quand tu agrémentes un petit peu avec du lifestyle, et après, tu arrives avec des boîtes comme Shares ou d'autres trucs, tu vois, ça te crédibilise. Ouais. Les gens, ils ont envie d'être dedans, tu vois. Genre, ok, genre, je veux y être. Tu vois, je veux en être. Donc, il n'y a pas de recette magique. On a chacun sa propre recette. Moi, ça a été la mienne. Et ça a été des années de confection, de dosage. Et tu vois, typiquement, et ça change d'année en année. Tu vois, tu me parles de la pub un peu du Wall Street. C'est un truc qu'on a fait sur le ton de la rigolade. Ouais. Est-ce que je la referai aujourd'hui? Non. Ok, intéressant. Pourquoi? Parce que je pense qu'on change tous les ans. Ouais. Tu vois, on change tous les ans. Et c'est vrai que quand je la revois, je me dis, ouais, c'est pas fou. Mais il faut le prendre au second degré. L'image que ça retranscrit. Ouais, mais il faut le prendre au second degré. Donc, c'est une super pub. C'est incroyable. On a rigolé, on s'est éclaté quand on a fait la pub. C'était génial. Ouais. On a voulu faire des choses différentes. Il ne faut pas s'excuser de faire des choses différentes, tu vois. Mais juste, aujourd'hui, je suis plus... tu vois, si j'étais un artiste, bah, à l'époque, tu vois, je serais plus comme un mec, une rockstar qui va en mettre plein la vue. Tu vois, avec un décor de fou, etc. Aujourd'hui, je pense que je serais seul sur un podium, enfin seul sur un stage, et je parlerais genre plus profondément. Okay. Je pense que je toucherais plus de personnes. Ouais. Donc voilà, c'est juste que tu évolues en fait en fonction du temps. Et parfois, il suffit pas, c'est pas 10 ans qui vont faire la différence. Parfois, c'est juste quelques mois ou même un an qui fait qu'il y a un an, tu étais différent et aujourd'hui, mais aujourd'hui, je pourrais pas. Tu vois, genre sur l'ad du Wall Street, genre je fume un cigare. Aujourd'hui, je le referais pas. Pourtant, j'adore le cigare, mais encore une fois, il faut le prendre comme une pub. Tu vois, c'était un truc qui était sur le ton de la rigolade, mais on parle quand même de choses sérieuses. Et maintenant, je me trouve beaucoup plus impactant si je parle genre sans subterfuge, tu vois, genre sans tout ce décor. Complètement.
Avec du recul, il y a d'autres choses que tu aurais fait différemment? Non, parce cours de ces dernières que années? non du Non tout, parce que il faut pas avoir de regrets. Ouais. Il faut accepter sa vie, ça fait ce que tu es. Mhm. Et c'est ce qu'on me demande à chaque fois. Si j'avais rencontré moi aujourd'hui, il y a 20 ans, qu'est-ce que je lui aurais dit? J'aurais absolument rien dit. Parce que je trouve ça exceptionnel d'avoir un parcours sans avoir d'indication, Mhm. de faire tes propres erreurs, et ça fait ce que tu es. Complètement. Et bien sûr, si tu réussis pas, ou si tu as des problèmes, etc., j'aurais peut-être eu un autre discours, mais on serait pas là, toi et moi. Mhm. Mais vu que j'aime mon parcours, je l'accepte comme il est, et j'aime mon parcours, et je suis pas le mec le plus riche au monde, je suis pas le plus intelligent, mais j'aime ce que j'en ai fait. Je me donnerai aucune indication et je ne changerai absolument rien de rien, parce que il faut prendre tes erreurs. Et j'en fais encore plein, j'en fais plein. Il y a encore pas longtemps, j'en fais à chaque fois. Mais c'est ce qui me permet de plus en faire et d'être une meilleure version de moi-même au fur et à mesure du temps. Magnifique. J'ai la même réponse à chaque fois. Donc, et c'est rare qu'on me partage la même réponse, donc je suis content. J'ai 2 dernières questions pour toi. Alors, important, du coup. Ouais. Quelle est la personne, maintenant que tu as vécu un épisode du déclic avec moi, que tu recommanderais pour un prochain épisode du déclic, qui aurait un parcours assez extraordinaire à partager, qui n'a pas encore participé au déclic, parce que maintenant on est déjà plus de 130 et avec ce qu'on prépare, on a la chance d'avoir des invités de plus en plus fous, de plus en plus dingues et de plus en plus singuliers, Écoute, et qui est francophone. Honnêtement, il y a plein de gens hyper intéressants, Ouais. Énormément de gens hyper intéressants, mais là, tout de suite comme ça, je prendrais mon pote Jérôme Chabin, qui a créé Yadé, pour la simple et bonne raison que c'est une boîte qui est... Comment t'expliquer? Il a monté ça il y a 12, 13 ans, 14 ans. C'est une boîte qui a failli rentrer en bourse là, juste avant la crise, qui a une valorisation de plus d'1 milliard. Ouais. Et ce qui est fort, c'est pourquoi je le recommande, parce que c'est une boîte qui gagne de l'argent depuis le jour 1. Ouais. Et il a levé beaucoup d'argent, mais pour différentes raisons, et il gagne de l'argent depuis le jour 1. Et je trouve son parcours assez incroyable, quelqu'un d'extrêmement discret. Et même hier, on a déjeuné ensemble et je lui ai vraiment conseillé de se mettre, parce qu'il pourrait inspirer énormément de gens. Et son business model est assez incroyable. Il y a plein de gens exceptionnels. Il y a plein de gens exceptionnels qui ont monté plein de trucs. J'en ai plein autour de moi. Ouais. Je pense à lui parce que c'est le dernier mec que j'ai vu. Et c'est un parcours qui me parle. C'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Et ce que j'aime, c'est que c'est pas un enfant. Et j'ai toujours plus de respect pour des mecs. Je vais toujours plus écouter des mecs qui ont déjà réussi dans le passé. Enfin, tu vois, qui ont réussi et qui après font des interventions. J'ai de plus en plus de mal avec des gens qui font des interventions mais qui n'ont pas réussi. Complètement. Et qui vont faire de l'argent par d'autres biais et qui vont dire non. Donc j'aime, tu vois, des mecs qui ont fait leur boîte, qui ont gagné beaucoup d'argent, qui ont créé quelque chose et après ils t'expliquent comment ils ont fait. Et moi, au contraire, tu vois. Ça peut paraître con, mais sur les réseaux maintenant c'est souvent le contraire. Ouais. Les gens qui n'ont rien fait, ils vont t'expliquer comment faire. Lui, il a fait et il hésite à comment... Non. Donc j'aurais dit lui. Parfait. C'est drôle parce qu'on discute ensemble avec Jérôme. Ok. Et mercredi, donc hier, est sorti un épisode avec un de ses associés, Joël de Vision. Ouais. Et du coup, il a bossé aussi avec IAD, etc. Ok. Donc ça sera un grand plaisir. J'ai hâte déjà de l'inviter. Si je peux pusher, je le ferai avec plaisir. Ça ira dans le suivi justement du conseil que tu lui as donné. Il sera le bienvenu sur le déclic. Dernière question, mais avant ça, je tiens à te remercier pour tous tes partages, pour le temps, l'énergie que tu as déployé ici. Avec plaisir, merci à toi. Toute la valeur, merci. Et également, pour celles et ceux qui nous écoutent, si vous avez eu autant de plaisir à nous écouter que je n'ai eu à animer cet épisode, comme à chaque fois, likez, commentez, partagez, 5 étoiles sur Apple Podcast, sur votre plateforme de streaming préférée. Hyper important l'appel à l'action, hyper important. Donc, très important. Faites-le. Et du coup, ma dernière question, c'est quel est le déclic que tu voudrais nous partager qui a littéralement créé une transformation identitaire chez toi, que ce soit sur le pro comme le perso, que tu n'as pas encore partagé dans cet épisode, que peut-être tu n'as jamais partagé dans une interview, mais qui te tient à cœur et que tu as envie de nous partager ici aujourd'hui. Alors, c'est quoi la question exacte ? Le déclic ou l'élément qui a créé une transformation identitaire chez toi, le premier qui te vient, tu as carte blanche pour Alors, le mot qu'est-ce de que la tu appelles fin. identitaire ? Identitaire, c'est vraiment genre
il y a un switch, il y a un avant, il y a un après. Ça peut être une citation, une situation, une frustration, une prise de conscience, peu importe. Alors, je vais dire ça avec une citation, et je le pense sincèrement parce que je l'ai même tatoué. C'est une phrase de Paul Éluard qui dit « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous ». Et en fait, quand tu entre guillemets, quand tu décortiques un petit peu cette citation, c'est-à-dire que peu importe ce que tu vas faire dans ta vie, tu vois, ça peut paraître bateau, mais c'est un truc de fou. Parce que là, par exemple, toi et moi, on est ensemble, mais tu as même des gens, tu vois, d'autres personnes que j'aurais jamais pu penser un jour, même, tu vois, les gens que j'ai pu rencontrer avec Shares, en fait, genre, il n'y a rien au hasard. Tu vois, tout ce qui est là, c'était prévu. Pourquoi ? Parce que je me suis vraiment donné les moyens d'y arriver. Tu vois. Et c'est vraiment genre, plus tu te donnes les moyens, et plus, genre, en fait, ça te paraît logique. C'est-à-dire que c'est de la pure chance si tu restes dans ton canapé et que tu as Peter Thiel qui vient taper chez toi. Mais si tu travailles pour, et que tu donnes tous les moyens, et que tu te mets tous les attributs de ton côté, ben en fait, quand tu as affaire à lui ou à Pierre-Paul Jacques, en fait, tu as rendez-vous avec cette personne-là. Donc tu es préparé à. C'est ça que maintenant, quand je vois quelqu'un, il n'y a plus rien qui m'impressionne. Parce qu'en fait, je me dis, non, en fait, j'étais préparé. J'ai préparé ce rendez-vous. C'est pas un truc random qui est arrivé. Non. Donc, vraiment, tu vois, ma philosophie de travail de 10% de réussite, 100% de réussite, etc., ça, je le pense sincèrement. Et vraiment, l'histoire qu'il n'y a pas d'hasard, qu'il n'y a que des rendez-vous, genre, je le pense sincèrement. C'est pour ça qu'il ne faut pas être dans le rush dans la vie. Faut pas, genre, il faut enfoncer des portes, mais tranquille. Il ne faut pas les enfoncer pour les enfoncer. Parce que quoi qu'il arrive, si ça doit se faire, ça se fera. Et moi, je suis quelqu'un d'hyper fataliste. Quand une affaire se fait, c'est qu'elle doit se faire. Quand une affaire ne se fait pas, ça sert à rien de la forcer. Si tu la forces, tu vas droit dans le mur. Et j'ai eu tellement d'exemples comme ça. Des trucs que j'ai, par ego encore une fois, il n'y a pas longtemps encore. Ça, tu en apprends tous les jours. Hein. Non, j'y vais. Et tu perds beaucoup d'argent. Et parfois, il faut laisser faire le truc. Parce que si ça doit se faire, ça se fera. Et moi, je suis resté extrêmement fataliste. Et parfois, bien sûr, tu as des sursauts d'ego qui te font faire des erreurs. Et c'est dans ce moment-là que ça me rappelle, ok, en fait, non, il ne faut pas que je force ce truc. Si ça doit se faire, je vais continuer à bosser. Ça reviendra sur le truc. Mais il ne faut pas que tu vois, comme avec une femme, tu ne peux pas genre la forcer, tu vois, elle veut plus de toi. Non, genre laisse, si elle doit revenir, si vous devez vous revoir, vous allez vous revoir. Mais tu ne peux pas genre arriver en bas de chez elle et non, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Tu peux à un certain point, mais quand tu vois que tu peux plus, laisse. Si tu as rendez-vous avec elle, ça se fera. Et c'est pareil dans les professionnels, privés et tout ce que j'entreprends aujourd'hui dans ma vie. Merci Taylor. Merci à toi.